Bonjour à tous et bienvenue en Manga Sur. Non, c'est la cour de récréation une fois. Dès que Ken n'est pas là, c'est hallucinant. Oh non, on fait le moonwalk. Non, mais vous avez pas vu. Vous avez pas vu. C'est la fête à la même quand Ken est là. Même quand Ken est là. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça arrive aussi souvent. Mais j'ai l'impression que des fois, on relâche une certaine pression, en tout cas quand il n'est pas là. Aujourd'hui, vous aurez remarqué, je ne suis évidemment pas Ken Bogard. Il manque une casquette. Il manque la raille. Il manque l'accessoire pour le reconnaître. Et je suis avec les meilleurs chroniqueurs de Manga Sur. Les seuls, les uniques. À commencer par Reza, à mon côté. Bonjour Reza, comment vas-tu ? Bonjour. Très en forme Reza, puisque ce soir tu participes à la musique. C'est ça, ce soir j'ai été... on m'a coincé, on m'a appelé sur WhatsApp. On m'a dit, mais tu vas faire la musique dans 2 jours. J'ai dit, merde, je peux pas esquiver. Non, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu voulais esquiver. Et du coup, je suis venu avec un ami à moi, Sodélire, que beaucoup connaissent sur Twitch, le meilleur pâtissier du Twitch Game français, possiblement du Twitch Game européen. Waouh. Et on sera du coup avec, comme d'hab, Maxildan, Gina et Menro pour cette magnifique émission. Donc, ce sera la première. On va essayer de faire ça bien et dans tous les cas, on vient pour s'amuser, pas pour gagner. Il y a une thématique ou pas? C'est quoi la Non, il nous a demandé juste nos types de musique préférés, des musiques où on se sentirait à l'aise pour chanter en karaoké. Je ne fais jamais de karaoké, mais on va rigoler. On va rigoler, on va être bien. Tout à l'heure, il rappe. Et non, ça va être lourd. On va juste content. Reza rapper. Et super content de t'avoir en présentatrice, Caro. C'est gentil, Maman Reza. Caro. Tu parlais de la musique à l'instant, qu'on a vu briller dans la musique récemment, justement, c'est Marie qui est à mon côté. Briller, je sais pas si c'est le non, mais franchement, arrête. T'as gagné la musique Disney. On les a éclatés par contre, ça c'est je tiens à le dire. Du coup, c'est brillé. Tu as illuminé Attends, j'ai une question. avec Dina, pardon. J'ai une question. Ah, t'étais avec Gina? Ouais. Bon, on m'a dit que c'était Max le plus fort ici. Non. On m'a menti, hein. Par contre, il y a un duo d'anthologie entre Dina et Maxildan qui est incroyable. Genre, au début, on faisait les cons avec Ted Etienne. Allez voir le replay, c'était incroyable. C'était genre Aladdin et Jasmine. En vrai, quoi. C'était beau de ouf. On a eu les frissons et tout. Les vrais trouvailles pour refaire Disney. Non, c'était effectivement une incroyable émission. Aujourd'hui, Marie, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de grève, voilà, parce que c'est un sujet d'actualité. Alors pour ceux qui vont demander, il y en aura malheureusement 1 ou 2 dans le chat. Oui, je garde mon masque parce qu'apparemment on a un invité aujourd'hui et ne sait-on jamais. Je n'ai pas pu faire d'autotest aujourd'hui. Bon, j'ai eu le Covid à Noël, mais je raconte ma vie là. Mais en gros, on ne sait jamais. Par respect pour la personne qui va se mettre ici, je préfère. Et qui est très cool, qui arrivera effectivement dans quelques instants, très courts, j'espère. Oui. Il est un petit peu en retard, vous le savez, on a communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Savin Yatman Eiffel, qui est évidemment le papa de Oban Star Racer, une série d'animés franco-japonaise, une collaboration qui a marqué, je pense, beaucoup de gens, dont Bitel, qui est également ici. Bonjour. Bonjour tout le monde. Évidemment, Oban Star Racer, incroyable, une série de dingo, et aujourd'hui on va en parler un petit peu plus, et même 2-3 collaborations franco-japonaises, ou même de dessins animés inspirés de tout ce qui est animé japonais. Cet invité t'a inspiré beaucoup de choses pour aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un invité que tu retrouves puisque tu l'avais déjà eu dans ton autre émission avec ADN. Tout à fait, sur le journal d'ADN. Et en vrai, c'était grave cool, on a eu plein d'informations. Donc j'ai encore plein de petites questions, encore évidemment. Donc ça tombe bien qu'on le reçoive aujourd'hui. C'est parfait. On va commencer par la sélection. C'est parti. Jingle section, mais normalement... Non, mais s'il y a quelque chose... La sélection. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des coups de cœur dont vous voudriez nous parler? Parce que personnellement, je n'ai pas eu le temps d'en rajouter, mais je crois que de votre côté, c'est possible. Reza, tu as l'air de te manifester le premier. Ouais, non, vas-y, j'envoyais mes collègues justement. Frérot, moi, j'aime bien passer en dernier. T'aimes bien passer en dernier? Non, arrête, quelqu'un qui brille. Ok, bon, je vais commencer alors. Bonjour. Non, je fais pas le timide. Bonjour, Reza. Je m'appelle Elfried. Non, mais il m'énerve. Je suis content d'être là aujourd'hui. Moi, je vais arrêter. Donc, ok, aujourd'hui, en recommandation, donc j'ai pas mis d'œuvre parce que ça fait une semaine que je lis la même œuvre. Je lis Berserk depuis la semaine dernière. Ah oui, et donc, du coup, ça va être le sujet de ta chronique. Ça va être le sujet après. Donc, j'ai lu 12 tomes là cette semaine. C'est bien. Hyper fort. Donc là, je suis au tome 19, je crois, ouais. C'est bien, je mange. Je mange les pages avant de dormir. Tu vois. Donc là, en ce moment, j'ai joué à un jeu vidéo. Comme je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo, et je joue souvent des jeux vidéo inspirés de la culture japonaise ou parfois même d'autres pays d'Asie. Je voulais en parler, j'ai mis Getsufu Maden Undying Moon, qui est sorti le 10 février sur Switch et le 17 sur Steam. Donc normalement, on a le trailer sur le runner. Donc c'est un super jeu 2D. Donc c'est un jeu 2D 1D développé par Guru Guru, édité par Konami. Donc c'est folklore japonais. Full folklore japonais. J'ai vu ce jeu. C'est beau de ouf. Full folklore japonais, la DA est magnifique. On a un style peinture avec d'innombrables couleurs. On a un bestiaire rempli de yokai, donc les oni, les kappa. On a aussi des yurei, les fantômes. Donc voilà, tu repasses vraiment par tout le côté folklore japonais.
D'ailleurs, je voulais faire une chronique folklore japonais aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que ça s'étendait énormément, donc je suis parti sur autre chose. Mais voilà, le jeu est extraordinaire et si vous kiffez le folklore japonais, vous pouvez foncer. C'est du 2D, il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc voilà, vous pouvez tous le faire. Le jeu est un roguelike. Ça, quand j'ai vu ce truc-là, j'étais en mode waouh. Voilà, ça c'est le premier boss d'ailleurs. C'est le premier boss en plus. Il y a 5 mondes. Vous avez le premier monde, c'est celui-là. Vous avez un deuxième monde, on dirait que vous êtes en enfer. Vous avez un monde, c'est dans les nuages. Vous avez un monde, c'est le quartier des plaisirs. Donc il est magnifique. Franchement, tiens, le quartier des plaisirs. On connaît celui-là. La DA est extraordinaire et comme j'ai dit, voilà, si vous kiffez ce genre d'ambiance, vous vous y retrouvez directement. Le personnage principal a une panoplie d'armes. On peut jouer plusieurs persos aussi. Comme je le disais juste avant, il y a plusieurs niveaux de difficulté et c'est un roguelike. Donc par roguelike, j'entends quand tu meurs. Ou quand tu repars au premier niveau, les chemins sont différents, ils sont randomisés en fait. Et donc au fur et à mesure, il y a certains trucs que tu peux débloquer de manière permanente qui vont te permettre après d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure de tes runs sur le jeu. Il est extraordinaire, j'ai déjà à peu près 6 heures de jeu en 2 jours, j'ai fait 3 heures tranquillou, j'ai streamé un peu et je le recommande fortement. C'est ma reco de cette semaine. T'as kiffé ? Vu que je ne lis que Berserk, donc reco jeu vidéo. Ton ressenti sur le jeu ? Très bien, très bon. Le gameplay est bon, ça se laisse jouer. Tu prends en main assez rapidement, tu comprends assez rapidement ce qu'il faut faire. Là, magnifique, c'est le boss du 3e monde. On a Raijin et Fujin. Donc Raijin, dieu du tonnerre, et Fujin, dieu du vent. Ça passe partout. On a l'araignée, je crois même on a le dragon à 3 têtes. Parce qu'on n'a pas le Yamato no Orochi qui a 8 têtes, mais on en a un autre. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc ça coupe, ça recoupe. Et même si vous n'êtes pas hardcore joueur, vous pouvez franchement y aller. Ça coûte pas cher. Je crois que c'est 20 balles sur Steam et sur Switch. Non, mais on peut ça. Bah en tout cas, c'est un jeu qui me donne envie de jouer. Alors que j'ai pas vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo, mais c'est quelque chose qui me manque énormément. C'est combien d'heures de jeu, tu penses Pour le finir. Ouais, pour le finir et tout. Et donc apprécier l'expérience du jeu. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, en fait, ça va dépendre de ton adaptabilité, ton niveau de base sur ce type de jeu. Si tu comprends vite, si tu arrives à t'aligner assez rapidement sur les mécaniques. Je pense que tu vas tourner dans les 12 heures pour un joueur moyen, je pense. 12-13 heures, c'est un petit jeu indé, c'est cool. Ça va. Ouais. Je me disais, Raijin, Fujin, ça me parle, c'est les dieux qu'on trouve sur la porte Kaminarimon à l'entrée du Sensoji. C'est ça, la Kaminari, dieu du tonnerre. Incroyable. En japonais. Effectivement, Kaminari, ça veut dire tonnerre. Ou éclair, l'un des deux. Mais c'est la même famille. Oui, c'est la même famille. Ils les appellent comme ça en japonais. Ah, on me dit que l'invité est arrivé, donc on va peut-être pouvoir l'accueillir. Bonjour. Merci beaucoup, Marie, de poser le micro. Bonjour, Savant. Ou autre chose. Hop là. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de Manga Sûr, ça va ? Oui, c'était un peu épique et tout. Là. Puis à l'accueil, je disais Manga Sûr. Quoi, et que ça pas et tout, donc, il fallait dire le stream. La puissance de le stream est immense. Bah écoute, on est super content de pouvoir t'accueillir. On va parler évidemment ensemble de Oban Star Racer puisqu'en ce moment, c'est le Kickstarter qui va permettre d'obtenir cette série au format Blu-ray et non pas DVD que j'ai ici d'ailleurs. Voilà, je les ai en illustration puisqu'ils viennent de chez moi dans ma bibliothèque. Et on va avoir quelque chose de super ultra quali. N'hésitez pas à aller sur le Kickstarter d'Oban Star Racer qui fête ses 15 ans. C'est un peu l'occasion de faire revivre la licence avec éventuellement peut-être plein de promesses dont on parlera justement un petit peu plus tard, juste après. Pour l'instant, on est en train de parler des coups de cœur des chroniqueurs. Est-ce que par hasard, il y a quelque chose qui t'a plu récemment, une œuvre, une page web Je te laisse le temps de réfléchir éventuellement, mais t'es pas obligé de répondre évidemment. Je lui mets des coups de pression alors qu'il vient d'arriver. Il arrive en retard et tout. Déjà, reprends ton souffle. Oui, il n'y a pas de souci. Bitel, de ton côté, toi, t'avais noté quelque chose aussi ? Birdman, voilà, un petit manga chez Vega Dupuis que j'ai eu le temps de lire enfin. Alors, bon, ça commence à faire, je crois que c'est sorti en 2020 ou 2021. Ouais, il y a 7 tomes de sortie, je crois. C'est sorti en 2021. Et ils ont, je crois que c'est 6 tomes, je crois. Ouais, je crois que c'est 6 tomes. Et j'ai eu le temps de m'attarder donc, du coup, sur le premier tome, et j'ai trouvé ça plutôt bon. On va suivre donc, du coup l'histoire de Karasuma, qui est un jeune qui a un petit peu de mal à trouver sa place dans sa vie. C'est un étudiant, mais le type, il est trop fort. Déjà de base au niveau des notes, du coup il est en mode pourquoi on m'accorde pas plus d'attention alors que je suis quand même juste le crack, alors qu'à côté t'as des mecs, des cancres qui ont full meuf, full pote, donc du coup il est en mode ma vie est un petit peu nulle alors que je peux casser la bouche de tout le monde en termes de notes et de potentielle vie future. Et puis on va suivre donc du coup ce petit bonhomme là qui un jour va voir une silhouette dans la ville d'un grand corbeau, sauf que ce corbeau évidemment est un petit peu particulier puisqu'il a des jambes d'humain. Du coup, à ce moment-là, tu commences à te poser un petit peu des questions. Non, tout simplement un super-héros. Hop, je vais
ce truc-là. Puisque, en fait, on va le suivre un petit peu avec ses copains au fur et à mesure, puisqu'il a un pote qui est un petit peu un mec bagarreur, fils de moine, qui veut se faire recruter par une bande de racailles au lycée, alors qu'il est encore au collège. Donc tu sens que le mec est un petit peu fort. Et en fait, ils vont tout simplement, malheureusement, tomber dans un accident de bus. Et malheureusement, pour eux, ils pensent que c'est la fin, sauf que non, évidemment. Ils vont se faire sauver par quelque chose. Et à partir de ce moment-là, toute leur vie va être chamboulée. Et vous allez découvrir pourquoi, donc, Birdman. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant pour un premier tome. Je vais m'atteler aux trois autres tomes que j'ai à la maison. Mais franchement, déjà, un premier tome plutôt sympa, qui donne pas mal d'informations et qui donne envie d'aller un peu plus loin. Il y a un mystère assez sympa qui s'épaissit au fur et à mesure du tome 1. Un style graphique plutôt sympa, des découpages plutôt solides. Donc je vous conseille d'aller checker un petit peu, regarder un petit peu cette jaquette finale qui vous montre un petit peu les 4 protagonistes. Et vous allez donc du coup les suivre dans cette aventure, d'où le mot Birdman, évidemment. Gros indice sur le titre du manga. Tout à fait. Donc voilà, en plus, vous pouvez le trouver à 3 balles. Il y a une promo en ce moment. Donc c'est quand même des trucs plutôt cool. Je crois que les 2 premiers tomes sont à 3 €. Donc, je précise d'ailleurs que Yellow Tanabe est une autrice qui n'est pas du tout novice, c'est une vétérante. Et alors, on n'a pas beaucoup d'œuvres d'elle chez nous en France, mais effectivement, j'ai que des bons retours et des bons échos sur tous les titres sur lesquels elle a pu travailler. Je sais qu'il y a un one-shot aussi chez Shiba Édition qui est sorti il y a à peu près... pareil, vers 2020, qu'il faudrait que je le lise, mais c'est ultra quali. Donc je suis super contente que tu en parles, ça me fait plaisir. Tu l'as lu du coup, toi aussi Pas encore. Je suis vraiment trop honnête. Des fois, je devrais tricher et dire oui, bien sûr. Non, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai aussi. Je pense que tu vas apprécier. Je pense que tu vas vraiment apprécier pour le coup. Alors j'avais entendu des échos il y a longtemps, au moment de la sortie du tome 1. Oui, il y a une vibe Évangélion. Est-ce que tu l'as ressenti, toi? Ou est-ce que c'est des échos qui sont vraiment grave abusés? Ils sont allés loin. J'ai lu que le premier tome, donc je peux pas dire. Que le premier tome. Ils avaient lu que le premier tome, ces gens-là. Ouais, on n'est pas non plus Shinji Style qui est en train de dire que tout le monde pue sa mère, quoi. Ok. On se calme un petit peu. Il faut un peu doser parce qu'il a quand même des potes, tu vois. Truc que Shinji n'a pas dans Evangelion au début, donc non, en vrai, c'est pas faux. En vrai, moi je pense que c'est un bon shonen mixé seinen, puisqu'à la base c'est un peu considéré comme du shonen, puis ça va tendre sur du seinen. Donc non, allez-y. Je pense que vous allez passer un bon moment à lire tout ça. Eh bien, merci beaucoup pour cette reco. Marie, de ton côté, j'ai cru suivre que donc c'était compliqué, des trucs que tu n'avais pas non, je me suis juste jetée sur le tome 10 de Valkyrie Apocalypse qui est sorti donc le 10 février, me semble-t-il, et qui voit se poursuivre le combat notamment entre le dieu de la destruction qui porte tous les espoirs des divinités indiennes contre Raiden. Donc, et là s'entame une danse mortelle. Donc j'ai commencé ce tome 10 et puis après il fallait venir sur mon Gassure et travailler. Donc voilà, je me le garde pour ce soir, mais ça sentait bon. Qu'est-ce que c'est cool. Et ça, c'était une reco de Reza, je me souviens. Franchement, je me régale. Un des meilleurs combats d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Tu l'as vu? Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Parce que je lis en ligne, sur un site anglais qui publie en anglais. Du coup, est-ce qu'on a déjà passé la partie où ils font son flashback? Là, le tome 9, je t'avoue, il était sorti il y a quelques mois. Je crois que ça date déjà de fin 2021. Donc, je vais me replonger ce soir quand même dans quelques pages du tome 9 pour être sûr de rien rater, tu vois. Parce que je me tiens plus là. Vraiment pas mal. Ton flashback, il est vraiment pas mal parce qu'il montre qu'en fait, lui, c'est un guerrier et que dans leur mythologie, il a affronté tout le monde pour être le plus fort. Donc, c'est un peu son objectif. Et tu passes par le dieu de la foudre indien, tu passes par tous les dieux indiens. Alors non, ça, il les bat. Harry, il se retrouve au sommet. Donc, j'aime bien. C'est un peu son histoire est un peu shonen dans sa mythologie à lui. Et après, le combat qui va suivre après, c'est encore plus extraordinaire. Mais c'est un combat entre deux protagonistes qui sont très très déterminés. Donc, effectivement. C'est ça. C'est le combat de la détermination, totalement. Très bien, donc un tome 10 qui est sorti tout récemment au début du mois de février. Savin, toi de ton côté, tu lis des mangas ou c'est quelque chose que tu fais pas trop? J'en lisais beaucoup et je regardais beaucoup d'animés. Maintenant, je suis un tout petit peu moins... je consomme un tout petit peu moins. Là, avec mes enfants, je leur remonte des vieux trucs et des... Comme par exemple... Un peu des classiques, parce qu'il y a maintenant qui sont devant les streamers et tout, et ils regardent tout le temps, tous les soirs. Nous, quand vous voyez des dessins animés, on avait le mercredi, on avait un dessin animé. Après, quand on était ado, il fallait qu'on trouve une VHS, il fallait qu'on trouve un DVD. Maintenant, tu mets les enfants là, clac, et ils ont tout, hein. tous les choix possibles et imaginables. C'est un peu trop facile, mais en même temps, c'est plus dur de faire aussi trouver un peu un choix dans les bons trucs. Là, je me regardais
Cowboy Bebop avec mon fils aîné là. Et 98 quand même avec Yoko Kanno bien sûr, qui j'ai eu la chance de travailler et c'est vraiment une série qui bonifie avec le temps quoi. Et c'est un peu quelque part un chant du cygne d'une certaine type d'animation je trouve japonais parce qu'en fait au niveau graphique, au niveau de c'était un gros budget, il y avait gros budget sur la musique aussi qui est incroyable et tout. Et au niveau graphique, au niveau des décors, c'est une transition. Et après, il y a eu des choses très intéressantes, mais dans ce style d'animation qui reste encore un peu réaliste, un peu bien ancré. Voilà, c'est vraiment une série qui... Quand je l'ai vue, c'était en 98, donc j'étais un peu plus jeune. Les premiers épisodes, j'étais pas super accroché à l'époque, et puis après, au fur et à mesure, je me suis dit, c'est vraiment génial. Et quand je la revois maintenant, je me rends compte de la richesse narrative incroyable de cette série. Quoi. Je suis un peu curieuse, ton plus grand, il a quel âge ? Alors, le plus grand, il a 12 ans, et le plus petit a 7 ans. Mais voilà, ils sont assez ouverts quand même sur ce que je suis assez large sur ce que je leur montre. Là, le petit est en train de regarder Demon Slayer. Là. Demon Slayer. Oh. Et donc j'enchaîne, je regarde avec lui aussi, parce que j'avais vu quelques épisodes, mais j'avais un peu laissé passer le truc. Puis après, c'est devenu un tel phénomène que je me suis dit, bon, quand même, il faut que je m'y mette et tout. Donc je regarde avec lui, là. On a recommencé à voir la série. Je suis super curieuse de connaître ton avis sur Demon Slayer en tant que réalisateur. C'est super beau, c'est super beau. C'est impressionnant, quoi. En fait, ça fait longtemps au Japon que j'avais pas eu une baffe visuelle comme ça, en fait, au niveau graphique et tout. Alors, il y a des trucs, je comprends pas comment ils font. Je me dis, est-ce que c'est de la 3D, est-ce que c'est de la 2D ? Parce que, en fait, il y a beaucoup de 2D, mais par moments, les costumes sont compliqués. Il y a plein de trucs. Et j'ai l'impression que parfois, il y a de la 3D, mais il mélange tellement bien la technologie. Il y a du plein et délié sur les traits. Enfin, c'est un travail de fou. Énormément de 3D, notamment dans les effets des techniques. La plupart, c'est de la 3D. Mais c'est de la 3D tellement bien foutue que t'as vraiment l'impression de voir des formes 2D. Ça se sent, mais en fait j'ai l'impression que parfois c'est tout le temps de la 3D, mais après, en fait, il y a des plans que je pense être en 3D, je me rends compte que c'est de la 2D. C'est vraiment bien foutu, quoi. Et avoir comme ça des kimonos vachement riches avec des détails, c'est des trucs qu'on fait pas habituellement. Enfin, c'est trop compliqué à faire en animation. Donc ouais, non, visuellement c'est une baffe incroyable. Et bon, après ça s'inscrit dans la tradition un peu des séries de combats avec les techniques, etc. et tout, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, impressionnant, quoi. Et le Japon peut encore nous surprendre et peut encore nous emmener très loin, quoi. Oui, du coup, puisque c'est un pays que... Ah non, je vais pas commencer l'entretien maintenant, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un pays qui te plaisait beaucoup. C'est pas pour rien que, du coup, dans ton œuvre, tu as collaboré avec le Japon. Mais on reviendra dessus plus tard, puisque comme tu l'as évoqué il y a quelques instants, tu as eu je pense de travailler avec Yoko Kanno. Et on parlera justement de comment est-ce que ça se passe de travailler avec des gens dans un autre pays aussi lointain, et surtout à l'époque où ça a été fait. Oui. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, les conditions sont différentes. On va du coup enchaîner sur... les chroniques, je ne sais pas encore qui va s'y coller, mais on va commencer par le jingle. À chaque fois, je me regarde dans l'écran, tu vois, et je me dis, je suis toujours là. Et après le jingle, c'est toujours ma gueule. C'est toujours moi. On va commencer, je pense, par Reza, parce que j'ai vraiment envie de savoir... Quel est ton feeling sur Berserk, sans évidemment trop me spoiler, puisque je ne suis pas au même point que toi, mais évidemment, balance quand même quelques éléments. Non, mais c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible d'expliquer Berserk, la grandeur de l'œuvre, sans forcément donner tous les détails, évidemment. Ouais, de toute façon, je ne l'ai pas lu en entier. Voilà, donc pour ceux qui suivent un peu Mangasure, vous savez que j'ai commencé il y a pas longtemps. Là, tu as fait quasiment la moitié, en fait. Je suis bientôt à la moitié, j'ai ramené aujourd'hui le tome 19 que je vais lire ce soir en rentrant chez moi. Donc voilà, comme en ce moment, ça bosse quand même. On essaye de lire entre deux émissions, souvent, soit dans le train, soit avant de dormir. J'ai pu lire du tome 6 au 18, là. Ça se passe super bien. Du coup, j'avais... Rapidement, je vais donner mon ressenti, comment j'ai ressenti l'œuvre sur 4 chapitres différents. Donc, on va commencer avec l'introduction. Je trouve que l'introduction est assez... l'introduction du manga est assez violente. Donc, l'auteur nous plonge directement dans ce qu'est la vraie vie de Guts. Donc... Parce qu'après, vu qu'après on passe dans l'âge d'or qui est un flashback, une backstory, en plus, là il nous rentre directement dedans. Et moi j'aime beaucoup les œuvres qui te rentrent directement dans le FC. Généralement c'est l'inverse. Généralement on commence à l'époque, t'arrives quelque part, après on vient tuer un maître ou on vient tuer ta famille, après l'enfant grandit, il doit se venger. Là c'est l'inverse, on commence... il est en train d'avoir une relation sexuelle avec un démon. Voilà. J'avoue, page 1, voilà, ça met la couleur. Il a une relation sexuelle avec une femme. Au début, ça a l'air d'être une femme. Après, on se rend compte que c'est un démon. Donc, il bute le démon. Donc, on avance avec lui pendant 3 tomes comme ça. Tu vois que c'est un homme assez solitaire, un homme assez dur. Il veut rester avec personne. Si tu l'emmerdes, il te tue. Donc, il n'a pas de problème à tuer aussi les soldats et autres, les humains, pas forcément que les démons. Et après, on nous ramène jusqu'à ce fameux comte qui vient tuer. Mais en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est que pendant tous ces moments-là, les ennemis qu'il vient tuer, on ne sait pas pourquoi il veut les tuer.
On sait juste qu'il tue des démons et que les démons le poursuivent. Et que les démons le poursuivent, voilà, quand il essaye de dormir ou autre, mais on n'a pas encore la raison pour. Du coup, la raison, on l'aura après dans l'âge d'or. Et je trouve que cette partie, qui ne dure pas très longtemps, est bien faite, qui va nous ramener jusqu'au moment où il va affronter le comte et où les fameux God Hand vont apparaître. Donc on les avait entendus 2-3 fois, il disait qu'il était à la recherche des God Hand, et on voit qu'il a une certaine relation avec un certain Griffith. Casque de faucon, un peu bizarre, des ailes et tout. Un charisme très particulier. Un peu Fashion Week Paris. Fashion Week Paris. Semaine A, semaine B, coup-ci, coup-ça. Donc je dis, bon, lui, il est mystique, mais Guts, il a l'air de pas trop le tenir dans son cœur. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, dans l'écriture, Miura nous montre un peu comment ça fonctionne. Parce qu'il dit au comte, ok, tu peux encore renaître, ne pas mourir définitivement en sacrifiant ta fille. Donc déjà là, on parle directement de rites sataniques, de l'occultisme et tout ce qui va avec. Et on voit aussi que Guts a la marque. Et donc, on comprend déjà à ce moment-là, enfin, si vous lisez les pages, que Guts a eu la page par quelqu'un qui était censé être son meilleur ami ou quelqu'un qui l'aurait sacrifié. Et on fait déjà le lien, entre guillemets, Griffith-Guts. Après, ça part dans l'âge d'or, où on a la naissance et l'enfance de Griffith. Moi, c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée. Donc, j'en avais parlé la semaine dernière, parce que c'était au début. Oui. Donc, tu as un peu toute son enfance, qui est un peu l'enfance d'un enfant soldat dans un pays en guerre, parce que c'est le cas. Hein. C'est un pays qui est en guerre depuis une centaine d'années, donc il y a des guerres à gauche, à droite. Il naît et grandit est élevé par des soldats dans des champs de bataille, et c'est un peu dur ce qui se passe. Voilà, on sait que petit, il va être bazardé, il va lui arriver des choses. Je vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'auraient pas lu. Donc ça nous permet rapidement de mettre un peu le contexte sur son comportement et comment sa personne s'est construite, parce qu'on voit déjà dans l'épisode 2, je crois qu'à un moment, quelqu'un lui touche l'épaule, il dit « ne me touche jamais ». Oui. Et au début, tu sais pas trop, tu te dis « bon, peut-être lui arriver ça, tu fais des suppositions », mais on en parle assez rapidement dans l'âge d'or. Et tu as toute son enfance qui se passe jusqu'à ce qu'il rencontre le fameux Griffith. Donc il va l'affronter, il va perdre, et voilà, ce que tu gagnes par l'épée, tu dois le reprendre par l'épée. Griffith va lui dire, si je te bats en combat, tu vas être avec moi parce que je te veux avec moi. Donc tout le monde est un peu surpris dans la troupe du Faucon. C'est une déclaration qui a tellement de sens différents. Voilà, exactement. Ça peut vouloir dire ça ou plusieurs autres choses. Mais voilà, Griffith, je pense, en voyant Guts pour la première fois, il comprend que cet homme peut l'accompagner dans son ambition à lui et qu'il ne se mettra pas au travers de son ambition, contrairement aux autres humains. Et commence son aventure dans la troupe du Faucon, qui va durer, je crois, 3 ans ou plus. Et on suit tous ces chemins-là avec toutes les batailles. Bon, là c'est un peu guerre par-ci, par-là. Il n'y a pas trop de moments occultes. Donc on est plus sur des humains. On voit Guts qui grandit, on voit Griffith qui grandit avec Casca et toute l'équipe. Et je trouve que c'est un bon moment. Il retrouve un peu la sensation d'avoir une famille comme à l'époque avec Gambino, sauf que là il y a plus de personnes. C'est l'un des rares bons moments de Berserk. Voilà, un des rares bons moments. En même temps, je dis bon moment, mais il bute des gens tous les jours. Hein. Donc, oui, ça dépend comment on le prend. C'est un bon moment pour lui, parce qu'il retrouve quand même effectivement cette symbiose avec des gens. Il arrive à reconnecter avec des gens. Truc qu'il n'avait pas fait depuis des années. Et là, tu retrouves une vraie synergie entre eux et une envie surtout d'avancer tous ensemble. C'est ça, exactement. C'est un truc qui est primordial dans Berserk. Donc voilà, ça se passe bien pour eux, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un de mes personnages préférés, Zod l'Immortel. Zod, je le trouve hyper stylé d'ailleurs. Donc il lui explique 2-3 choses. Enfin, il y a combat, il y a tout ce qui va avec. Ceux qui ont déjà vu l'œuvre, vous savez ce que c'est. Et donc là, c'est un peu ce moment-là qu'on rentre dans la partie occulte du manga. Donc c'est la première fois que Guts voit un démon. C'est la première fois aussi que Griffith et les autres voient un démon. Ils savent pas trop ce que c'est. Il se bat comme il peut. Ça marche pas. Il est trop puissant. Et du coup, quand Zod veut finir Griffith, il voit le Beerite rouge. Donc il comprend que ça va être un God Hand plus tard. Et là, il fait, entre guillemets, il prêche la parole à Guts. Il lui dit quand l'ambition de cet homme, malheureusement, ne va pas fonctionner, tu vas être emmené vers une mort inéluctable ou quelque chose comme ça, il lui dit. Et donc voilà, le manga avance, se passe ce qui se passe. Guts, à un moment, il décide qu'il en a trop fait avec la troupe du Faucon, qu'il devrait aller plutôt seul dans sa direction pour vivre son rêve à lui, pour capturer quelque chose pour lui et non pas pour quelqu'un d'autre, ce qui était le cas de Griffith. Et donc, il va affronter Griffith en combat singulier. Ça va durer 1 seconde et demie, terminus chrono. Et après, voilà, je vais pas spoiler pour le reste parce que t'as pas regardé. Mais derrière, t'as Griffith qui pète les plombs, qui va faire un acte irréparable, qui va avoir des problèmes par la suite. Vu qu'en fait, au tout début du manga, on le voit en étant. C'est ça, en étant déjà God Hand. Voilà. C'est ça. Voilà, de ce côté-là du mur, on va dire. Il va faire une bêtise, voilà, je vais pas parler. Il y a une ellipse qui va se passer. Après, suite à sa bêtise, il va être arrêté, il faudra le récupérer. Après, il y aura des combats contre d'autres démons, tout ça. Il y aura la fuite et qui va nous emmener jusqu'au moment où, du coup, Guts va passer l'arme à gauche, mais pas dans le bon sens. Griffith, pardon, j'ai dit Guts, excusez-moi. Et après, ça va nous ramener du coup 2 ans plus tard au présent dans le manga. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est que l'âge d'or est divisé un peu en 3 parties, comme je l'ai fait là. Donc, tu as la partie de l'enfance de Guts, tu as la partie avec la troupe du Faucon, et tu as la partie de l'occultation. Et ces 3 parties vont vraiment te mettre tout le contexte du manga, même si après, à la fin, tout ce qui est construit est détruit. Et ça te permet de revenir dans l'œuvre. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est monstrueux. Je trouve que c'est monstrueux en termes d'écriture parce qu'après l'âge d'or, j'ai direct enchaîné.
j'ai direct enchaîné et je pouvais pas m'arrêter. J'ai dit, il faut que je continue, il faut que je vois ce qui se passe dans le présent. C'est hyper dur de s'arrêter en fait quand on commence Berserk. Comment on fait les gens par tome? Comment ils ont fait? C'est pour ça qu'à l'époque, je lisais pas. Quand on en avait parlé dans la première émission, et dis-moi, Berserk, ça fait une quinzaine d'années que je connais ça, on me le recommandait. Mais quand on m'expliquait comment c'était, moi je me disais, j'attends la fin et je lirai. C'est égoïste de ma part, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, mais j'ai aussi beaucoup de collègues qui lisent Berserk depuis une quinzaine d'années et qui m'ont dit, il y a des arcs où ça leur a fait chier d'attendre. Parce que vu la qualité, on sort pas des chapitres toutes les semaines, c'est pas du Weekly Shonen Jump. Et du coup, ils ont dû manger de cette façon, quoi. Oui, Bitel, tu voulais rajouter quelque chose? Je trouve que Berserk, c'était ultra dur à tenir, effectivement, je pense, à l'époque où c'était dans l'âge d'or, vraiment sur la période de l'âge d'or. Mais après, je trouve que tu peux quand même laisser un peu reposer. C'est vraiment l'âge d'or où le rythme est tellement soutenu et t'as tellement envie de connaître le destin de la troupe du Faucon que là t'es pris dedans et tu as envie d'enchaîner. Mais après, je trouve que tu peux vraiment plus te poser et prendre le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé dans le tome. T'as pas besoin d'enchaîner. Je trouve, en tout cas. Okay. Ce que j'ai fait, c'est regarder les films de l'âge d'or. Comme disaient les gens dans le chat. Mais ça, justement... Voilà, pour être sûr d'aller vite. C'était vraiment bien. Moi, on m'avait conseillé les films de l'âge d'or à l'époque. Et j'avais refusé. Et je pense que j'ai eu raison de refuser. Parce qu'au final, j'ai fait le comparatif avec ce qu'il y a dans le manga. Et il y a trop de trucs censurés dans les films de l'âge d'or. Ah ouais. Évidemment. Ils sont obligés. Évidemment. Ils sont obligés, mais pour moi, ça retire à l'œuvre. Ne serait-ce que pour l'ellipse. Tu es obligé de censurer. Mais même avant l'ellipse, tu as toute la partie avec il y a un démon à un moment qui s'appelle Wild. Il est pas mis dedans alors qu'il a quand même plusieurs passages. Tu le vois sur 2 tomes, je crois, à peu près. Tu y seras bientôt. Il y a aussi d'autres moments. Là, je parle pas forcément que de censure sur des scènes explicites parce que machin, non, on n'est pas là pour ça. Mais je trouve que lire l'œuvre de l'auteur avec vraiment tout ce qu'il a voulu nous montrer, je pense que ça connecte mieux avec les émotions que les parties qui sont sautées ou censurées. Et le film... C'est jamais la même chose. Faire une adaptation en animation, que ce soit un long métrage ou une série, tu es obligé de compresser, tu peux pas avoir les mêmes points de vue, il faut aussi censurer les choses. Donc c'est 2 choses différentes. On consomme différemment, C'est pas la même... On consomme différemment. Donc si tu as l'occasion, Marie... N'hésite pas. Plonger, Et voilà, donc on parlait de l'âge d'or avec Bitel. Et là, juste après l'âge d'or, on revient donc dans le présent. Il affronte les démons, tout ça. Et donc là, on est dans un arc à peu près où ça se passe avec l'église. Donc là, le pape a envoyé des gens, tout ça. Et moi, j'aime bien parce que tout ça, c'est des thèmes qui me parlent beaucoup. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'on aille dans ce côté-là, dans ce registre-là. Ah ouais. Donc je suis bien là. On est sur un moine qui fait la prière, qui se jette par terre. Les gens auront la référence dans le chat. Ça se passe plutôt bien. Donc pressé de voir la suite. Écoute, merci beaucoup. Très bon retour. Je suis dedans pour l'instant et je pense que je vais continuer comme ça. Si à un moment ça me fait chier, je vous le dirai aussi. Mais pour l'instant, très bien. Tu seras prêt pour le tome 41, Reza. Bien. Ouais, je pense. C'est au mois de juin. C'est juillet même. Ouais, c'est juillet. Large de fou. Dans 10 jours, je suis au tome 40, je pense. Donc, on est bien là. Mais j'ai un doute sur juste l'éclipse dont on parlait. Il y a une version non censurée qui était sortie, non? Alors, oui, tu parles de l'anime de l'époque. Dans l'anime 97. Ah la vache, parce que oui, moi je l'ai vu. Hein. L'anime de... Attends, je sais plus si c'était 97. Ouais, c'est les années 90. En tout cas, c'est années 90, mais oui, effectivement. Celui des années 90 était un peu plus vénère. Mais si tu prends les films en CGI qui sont sortis sur Netflix, là, c'était un tout petit peu adouci. Mais parce que... Néanmoins, quand même. Néanmoins, ça reste quand même... C'est dur. On a l'idée. Ouais. Donc toi, Marie, t'as plutôt vu les adaptations animées de Berserk? Franchement, ça remonte à loin. Moi, il me semblait que c'était l'époque des films de l'âge d'or, mais je me souviens... C'était peut-être dans l'adaptation full CGI dégueulasse que j'ai vu, notamment comment l'éclipse était traité. C'était quand même hardcore. Hein. Ah, mais tout est... De toute façon, en vrai, comment rendre cette scène entre guillemets sympa, tu vois? C'est impossible. Ça va mettre plus de lumière. ouais. T'étais revenu dans une chronique justement sur des passages difficiles dans certaines œuvres. C'est t'avais parlé de Berserk justement. Ouais. L'occultation. C'est assez violent. C'est assez violent. Voilà, c'est effectivement. Il y a 3h du matin avant de dormir, j'étais en mode il était inspiré. Il était inspiré. Oui, c'est vrai que lire ça avant de dormir, ça va derrière. Moi, je lis que en dormir en fait. Je lis pas tu lis pas en journée. En journée, je lis que dans les transports. Si je dois aller à Paris, dans les transports en commun. De très beaux rêves pour Reza. Alors, ce qui est fou, c'est que moi, je ne peux pas dormir si je mets un film d'horreur ou même un film qui fait un peu peur, tu vois. Je peux pas. Par contre, Berserk, j'ai dormi comme un bébé derrière. Je comprends pas comment j'ai fait. C'est ça, Caro. J'ai rarement si bien dormi. C'est très bizarre. Alors que les trucs avec tous les films qui font peur coréens, par exemple, tu vois. Je peux même pas regarder 10 minutes. Moi, j'ai fait nuit blanche. Après, c'est comme. Non, mais pour Berserk, tu veux dire? Moi, j'ai 3h du matin. J'ai tout lu.
J'ai tout lu non-stop. J'avais les 30 tomes. Oui, non, c'est juste. Du coup, j'ai fait bon, let's go. C'est pas que tu pouvais pas dormir parce que t'étais pas bien, c'est parce que juste tu ne pouvais pas dormir car il fallait continuer à lire. Oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est passé ça pour la lecture, bien sûr. Oui, je lisais, tout à fait. Donc évidemment, Berserk, une masterclass. Il faut la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. C'est mieux si vous êtes un public averti, évidemment. Oui, bien sûr. N'y allez pas si c'est pas le cas. Sinon, peut-être après vous aurez des traumas et on veut vraiment pas en être la cause. Mais vraiment un titre qu'il faut aller découvrir. Le tome 41 sortira en France au mois de juillet. Il y aura même 3 éditions. Ce sera d'ailleurs potentiellement le dernier tome qu'on aura la chance d'avoir puisque on ne peut plus. L'auteur nous a malheureusement quittés l'année dernière. On va pouvoir passer, je pense, à la chronique d'après. J'ai envie de rester un petit peu sur le thème des animés avec toi, Bitel, s'il te plaît. Oui, tout à fait. On va parler un petit peu avant d'arriver sur Aubane. J'ai envie de parler un petit peu bien des dessins animés qu'on avait sur cette époque-là, entre 2000 et 2008-2009, où il y a eu quand même pas mal de dessins animés qui ont été inspirés, je trouve, par l'animation japonaise, aussi bien par le style que par la façon de construire un récit, ou bien même par cette utilisation 3D qui est arrivée aussi à travers cette histoire d'animé japonais. Eh bien, on va commencer avec le premier qui... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde non plus, parce que c'est 2006, donc on commence à arriver un petit peu loin pour certains. J'étais grave une adulte. Hein. C'est pour ça. On commence à arriver peut-être un petit peu loin pour certains, mais c'est Galactic Football. Galactic Football qui partageait ce côté 2D et 3D. Avec un dessin qui était quand même un petit peu inspiré à l'époque. Oh là 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 là. Alors justement, et on va en parler parce que en fait, Jetix, c'était rempli de dessins animés qui étaient inspirés de l'animation japonaise. Donc il y a évidemment, par exemple, Jetix, ils avaient Urban Star Racer. Ouais. C'est un des partenaires. Nous, on était produits au Japon, donc on n'était pas juste inspirés par l'animation japonaise. Non, c'est encore. C'est un autre cas, évidemment. On va en parler après. Ne t'en fais pas, tu le sais très bien. Mais donc voilà, évidemment, Galactic Football. On va suivre donc du coup des Snow Kids. Avec le souffle d'Aquilian, une planète remplie de glace. Enfin, c'était l'un des dessins animés de mon enfance, très clairement. Et on avait donc du coup, je trouve, cette inspiration un petit peu japonaise dans le propos. Et puis même au niveau du dessin, je trouve qu'il y a quand même des similitudes. Le récit, il est shonen mais vraiment as fuck, quoi. Enfin, c'est vraiment du shonen pur. Donc ça... C'est un truc que j'ai adoré et que je voulais un petit peu. Il y a un petit lien avec Aubane, c'est que en fait, les créateurs de Galactic Football, en fait, ils avaient bossé avec moi sur les premières recherches d'Aubane. Et puis, puis après, ils sont partis de leur chemin. Et je pense qu'ils ont un peu gardé l'esprit de ce que on avait commencé à faire sur les courses, quoi, et donc un peu l'appliquer sur le foot, sur Galactic Football. Il y a une connexion donc. C'est Aubane. Tu sais que je l'ai choisi, je ne savais même pas. Vraiment, je n'étais pas au courant de ça, donc c'est juste parfait, c'est incroyable. Franchement, c'est juste parfait d'avoir ce genre d'anecdote là. Donc un grand merci à toi d'être là. Alors évidemment, là, on va partir sur quelque chose que tu connais également bien, mon très cher Savin, puisqu'on va parler de Code Lyoko. Parce que bon, s'il y a bien un truc inspiré de l'animation japonaise, c'est quand même Code Lyoko. Je me permets d'intervenir. La musique de Code Lyoko version remix Afro Trap, c'est ma musique de sub sur Twitch. Donc sur Twitch, vous avez parlé de Twitch tout à l'heure, vous avez vu qu'on peut sub aux streamers pour les accompagner et leur donner de la force, comme on dit. Et du coup, quand on sub à ma chaîne, j'ai la musique de Code Lyoko qui pop. Et on fait des petites chorégraphies. Voilà, tu peux continuer. Attends, moi je veux voir. C'est quoi la Corée Non. Viens sub et tu verras la Corée. On n'a pas le droit. On peut pas simuler un sub là tout de suite et tu nous fais une Corée. On va laisser Bitel continuer. Alors, quand bien même ce soit une série qui a quelque peu traumatisé certains par ses grands fronts et sa 3D qui peut paraître un petit peu vaseuse, ils ont mis la max déjà à l'époque. Clairement, on avait toutes les influences qu'il fallait en 2003, ça y est, c'est sorti. Il y a encore un lien avec Aubane, c'est que 2004. Thomas Romain, donc j'ai rencontré en 97 quand je commençais à développer Aubane, et lui faisait pas encore d'animation, faisait encore des études scientifiques. Et on a commencé à bosser ensemble sur Aubane. Après, je l'ai pris en alternance. Quand il a commencé à faire les Gobelins, il bossait à Savvy World, il allait aux Gobelins. Et j'avais pas beaucoup d'argent pour le payer, et on avait plusieurs projets qui étaient en route, mais qui étaient pas dans Aubane, mais qui n'étaient pas encore, qu'on mettait du temps à financer. Et donc je l'ai laissé travailler sur Code Lyoko pour une boîte concurrente. J'étais un peu vert quelque part que le truc marche aussi bien après, mais en même temps c'était super que Thomas fasse son truc. Mais il travaillait déjà avec moi sur Aubane à ce moment-là, quoi. Donc c'était une parenthèse.
qui après il est revenu. Il a jamais quitté en fait. Il a jamais quitté en fait Saveur à ce moment-là. C'est les plus grands, les plus incroyables qui ont travaillé sur Aubane finalement. On les retrouve après dans d'autres productions. Mais en tout cas, c'est rigolo, c'est que vous avez cité 2 séries et les 2 séries sont connectées à Aubane. Donc attends de voir la suite. J'ai pas fait chronique de façon non plus, tu vois. On a quand même un petit peu réfléchi à la chronique. On a pris les bons animés quand même histoire de parler de tout ça. Puisque alors. Là, on va arriver sur quelque chose de peut-être un tout petit peu récent aussi, puisque c'est 2006, mais c'est encore une fois sur Jetix. Et là, c'est carrément la période Naruto. Hein. Là, on est en plein dedans. C'est Shuriken School à la télé à l'époque. C'est quelle période de diffusion? C'est 2006, il a dit. Et en gros, ça a été diffusé pendant 10 ans après. Mais c'est sorti 2006-2007. Ça passait sur France 3 et sur Jetix. Donc, il y a eu quand même une diffusion assez globale en France. C'est pour comprendre pourquoi je ne connaissais pas du tout, mais ça a du sens. Voilà. Produit par Marc Dupont-Avis, pour lequel j'ai bossé pendant 3 ans avant de faire Aubane aussi. Donc, encore des collections, mais quel choix! Tu as fait exprès de choisir. En vrai, c'est parfait. Tout est lié. Connecté, j'aime trop. Il a fait le détective, il a vérifié toutes tes connexions professionnelles, il a fait une sélection. Ah, c'est parfait. Il y a des anecdotes à chaque fois, ça me tue. Y en aura-t-il sur ta dernière sélection? Alors, la dernière sélection. Là, par contre, ça va parler à tout le monde, normalement. Oui, bah alors là, c'est sûr. Là oui. c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. Mais parce que ça, voilà, je voulais le placer parce que, vu qu'on va parler de collaboration franco-japonaise, je voulais parler de l'une des collaborations qui m'a le plus marqué, c'est Ulysse 31. Ulysse 31, qui pour moi a été un truc extraordinaire, qui m'a encore plus donné envie de découvrir la mythologie grecque. C'est bête, mais ça a été l'un des trucs qui m'a permis d'apprendre la mythologie grecque. Ça aussi, peut-être. Et Senseiya, moi. Alors, mais j'ai regardé ça aussi. Évidemment, t'as Senseiya, mais tu vois, par exemple, moi je connaissais pas encore Senseiya quand j'ai commencé à regarder Ulysse, qui passait sur Midi les Zouzous sur France 5. Et du coup, ça me permettait de réviser mes cours en même temps. Et ma maman aimait beaucoup déjà à l'époque, donc du coup, elle regardait avec moi et donc du coup, on révisait mes trucs en même temps. Enfin bref, voilà, il y avait ce truc-là qui permettait de faire pas mal de. Ouais, toi, t'as vu la deuxième diffusion, quoi, parce que. Et donc du coup, j'ai connu la deuxième diffusion. À mon époque, ça passait à 5 minutes. Je me rappelais, c'était avant le journal. Il y avait 5 minutes d'Ulysse tous les jours, et puis tu avais le samedi ou le dimanche, tu avais la retransmission de l'épisode en entier. C'était il fallait avoir ces petites 5 minutes. Il y a dû avoir une autre diffusion au milieu, parce que moi j'ai pas vu la sienne, mais j'en ai eu une autre au milieu entre les deux où j'avais les épisodes entiers aussi. Il y a dû en avoir beaucoup, mine de rien. Il y a France 3 dans la boucle. Ah mais ça a été un truc qui a tourné pendant très longtemps. Donc voilà, c'était les petits animés que je voulais vous. T'as acheté les petites monstroplantes? Moi, c'est surtout les jouets que j'ai acheté. Ah ouais, toi, t'avais des jouets, Ulysse? Ah ouais, bah c'était le but, c'est ça. Ouais, non, mais tu confonds pas plutôt avec Jace et les concurrents de la. Ouais, Jace et les concurrents. C'est pas la même. C'est la même société. C'est la même société. J'ai dû acheter les jouets aussi. C'est pour ça, ouais. C'est tout à fait la même société. J'ai dû acheter les jouets. Mais Ulysse, c'est quand même plus sexy que. Je trouve, honnêtement, Ulysse, vraiment, pour le coup, qui est maté tous les épisodes plusieurs fois. C'est quand même très bien fait pour l'époque, je trouve. L'histoire est super bien adaptée. Tous les mythes d'Ulysse sur son Odyssée, c'est incroyablement bien fait. Donc, tu prends le bouquin et ce que donne la série, je trouve ça assez époustouflant. Et puis en plus, il y avait un sabre laser, donc moi qui étais fan de Star Wars. J'avais 8 ans, frérot, c'était la fête de partout. C'était la fête de partout. Est-ce que tu savais, Vitel, que le vaisseau, c'est l'Odysseum? L'Odysseus, merci beaucoup. Qu'il a été inspiré en fait du logo de l'époque de France 3. Oui, tout à fait. Et moi, en fait, mon mari m'a sorti ça tout à l'heure parce qu'il a vu ton tweet. Donc il a commencé à me parler à fond, tu vois, du Ulysse 31. Je suis désolé. Et là, il m'a sorti... C'était la discussion du repas de ce midi. Et du coup, elle me dit, tu sais que le logo, il est inspiré... J'ai trouvé ça incroyable parce que moi, j'avais un autre logo en tête, tu vois. Je lui dis, attends, le logo France 3, un vieux logo France 3, je voyais le truc un peu, tu vois, en triangulaire et tout. Je fais, il ressemble pas du tout à ça, le vaisseau. Et là, il me sort un logo que j'ai jamais vu de nulle part. J'ai fait, on n'est vraiment pas de la même génération, mon chéri, effectivement. Et du coup, j'ai trouvé ça dingue quand j'ai pu comparer le logo avec effectivement, du coup, le plan du vaisseau. C'est fou. Ouais. C'est très réussi parce qu'on dirait pas du tout un vaisseau. Et des fois, tu t'y attends d'autres pas, trucs, tu vois. Mais t'as plein de petites rêves que tu ne vois pas au début. Mais quand tu grandis, tu regardes et tu fais il y a des trucs sympas quand même. Donc non, voilà, je voulais un petit peu mettre tout ça en avant. Si je fais juste une parenthèse sur Ulysse 31, si jamais vous avez l'occasion de voir, je sais pas si on peut voir sur internet, mais moi j'ai déjà vu dans un festival, je crois, le pilote original de Ulysse 31 fait par les Français, animé par les Français à 100%.
vous comparez avec la série Ulysse 31, il y a quand même une assez grande différence. C'est assez Alors, assez dans quel surprenant. sens ? Parce que justement, moi, j'avais entendu parler, toujours grâce à mon mari, incroyable source de savoir, qu'il y avait eu justement une confrontation entre le réalisateur français et le travail qui était fait par les studios japonais. C'est assez compliqué. Donc, travailler avec le Japon, c'est super, mais c'est aussi un peu compliqué. Non, il y a eu pas mal de combats, de luttes d'influence entre les équipes pour savoir qui faisait quoi. Et, c'est ça. donc, c'est ça. Les gens qui ont travaillé sur Ulysse, moi j'ai eu l'occasion de parler avec une scénariste qui a bossé sur Ulysse 31, elle n'était pas du tout contente de ce qui s'est passé et tout, quoi. Et donc voilà. Mais moi c'est pas celui-là en fait. Moi j'en pense à un autre. Parce que ça, je pense que c'est uniquement les Japonais. Non, ça c'est un pilote japonais. Mais il y a le pilote français. Il est animé super statique avec un design qui est comme les séries Netflix aujourd'hui, quoi. Comme les séries françaises, les séries françaises de l'époque, c'est très très statique. C'est Ulysse, c'est bizarre. Enfin, c'est vraiment voilà, l'énergie même s'il y a beaucoup d'apports. Je n'ai pas du tout l'apport de l'équipe française qui est important et tout, mais sur les thèmes, mais au niveau de l'énergie et du visuel, vraiment l'équipe japonaise a donné un souffle que la série n'aura jamais eu autrement, quoi. Donc c'est sûr. Une collaboration qui est arrivée, même si c'était un peu compliqué, qui est arrivée à faire un truc vraiment sympa, quoi. Merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on va rester sur ce thème pour enchaîner sur la chronique d'après. Tout est parfaitement lié, je suis un homme heureux. Et je vais tout flinguer en disant s'il vous plaît, jingle. Je menace pas assez les gens. Il faut que Reza, tu m'apprennes à menacer les gens. Oui. Il n'y a pas besoin de menacer les gens. Hein. Oh, jingle. C'est juste jingle. Tu attends et il part. Ah d'accord, ok. C'est normal d'attendre. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus réactif avec Ken, mais c'est peut-être une illusion que j'ai. On va pouvoir se consacrer à toi maintenant, Savin. On va pouvoir parler de ce gros événement qui est actuellement en place jusqu'à... Alors le Kickstarter jusqu'au 8 mars. Jusqu'au 8 mars. Oh mine de rien, ça arrive bientôt. J'allais dire qu'il reste encore du temps. 3 petites semaines. Ouais, ça arrive très très vite. Jusqu'au 8 mars, on peut soutenir le projet Auban Star Racer en Blu-ray, puisqu'en fait, pour l'instant, il n'existait que l'édition DVD, qui est ici, voilà, à mes côtés. Je ne sais même pas chez qui ça a été dit, chez Wildside. Wildside Vidéo. Wildside Vidéo, qui nous permet du coup de revoir l'intégralité de la série, mais du coup dans une qualité SD. Oui, parce que dans une qualité HD maintenant. Voilà. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a finalisé la série en HD, en 4 tiers, parce que c'était le format qu'on utilisait à l'époque. Télé, évidemment. Mais 1080p, 24 images par seconde, surtout, c'est ça très important. Et ces masters n'avaient jamais été utilisés, puisque c'était en 2006, donc la transition n'était pas encore vraiment faite entre le 16:9, la HD et tout. Et donc, c'était sorti en SD. Et ces masters HD, après, par le distributeur, les a réutilisés pour vendre des licences de DVD. Et jamais personne n'est venu retaper dans les masters. Donc, on a récupéré les masters originaux qui, on l'a découvert, avaient pas mal souffert avec le temps. Il y avait des pets, il y avait des endroits qui étaient... Quand on a numérisé les bandes, qui avait pas mal de problèmes. Heureusement, il y avait il y avait un jeu anglais et un jeu en français. Et on a pu, comme ça, restaurer vraiment parfaitement la série. On a une image nickel, donc avec 4 images par seconde, donc sans ghost image et tout, que tu as quand tu passes en PAL ou en CCAM. Et donc vraiment, tu redécouvres la série, quoi, à ce niveau de qualité. Il n'y a pas d'entrelacement, c'est non compressé. Voilà. Super, tu as plein de petits détails que tu vois pas dans les DVD que tu vois pour la première fois. Enfin, moi, je me dis, je les avais vus au montage comme ça, mais j'avais oublié depuis ça faisait longtemps. Mais je me dis, mais il y avait ces détails-là sur les écrans et tout, mais c'est incroyable. Donc, pour revenir rapidement sur le Kickstarter a en fait déjà vachement bien décollé. Les fans sont au rendez-vous et ils sont nombreux. On est déjà au 8e palier atteint. Donc ça donne énormément de bonus actuellement, car donc il y avait évidemment les DVD, mais selon la contrepartie qu'on choisissait, on pouvait également avoir des goodies supplémentaires. Et avec les paliers atteints, évidemment, avec la somme récoltée. Donc là, je vois que c'est Kickstarter qui est affiché à l'écran. Donc on est à 230 000 euros déjà, avec plus de 2230 et des poussières. J'ai un peu de mal à... Merci. 2239 contributeurs au projet. N'hésitez pas à aller du coup sur le Kickstarter d'Auban Star Racer pour vous renseigner plus en détail sur du coup toutes les possibilités, et surtout regardez cette incroyable petite bande-annonce qui, je crois, a été faite par Alex Pilot. Alex Pilot, exactement. Car je reconnais son style. Voilà. C'est incroyable, ce réalisateur, je le connais vraiment bien. Ayant travaillé avec lui pendant plusieurs années. Et donc, c'est les interviews. En fait, c'est une espèce de coulisses backstage sur la genèse, finalement, la création de la série. Un petit résumé sur ce qui rend Auban un peu unique. Il y a l'histoire qui est...
si on aime les mechas, si on aime les courses, il y a des trucs vraiment sympas. Et puis il y a ce personnage principal, Molly, donc qui est une fille garçon manquée. On voyait pas du tout à l'écran à cette époque-là. Déjà avoir une fille en personnage principal, c'était très compliqué à imposer. Et je pense qu'aujourd'hui, Molly reste vraiment unique, quoi. Ce côté souffrance à l'intérieur qui peut être à la fois être audacieuse, mais en même temps qui est fragile et qui peut avoir sa sensibilité qui reprend le dessus. Donc elle est vraiment unique. On a plein de personnages, plein d'univers, c'est très riche. Et puis, les autres choses qui font que c'est un peu spécial, donc ce qui est résumé dans la petite vidéo là, du Kickstarter, c'est qu'on l'a fait au Japon. On a travaillé avec on était une toute petite équipe encore, donc Thomas Romain, moi, Stanislas Brunet, Loïc Penon, on était un petit groupe, on travaillait dans mon studio, qui était vraiment mon studio, c'est-à-dire ma chambre. Quoi, et vous êtes tous connus à une époque où, en fait, vous n'étiez pas reconnus comme aujourd'hui, en fait. Tout à fait. Thomas commençait juste à travailler dans l'animation. Enfin, il ne travaillait pas encore dans l'animation quand je l'ai rencontré. On travaille avec moi, il s'est passionné pour ça. Heureusement qu'il l'a fait, parce qu'on aurait perdu quand même un grand monsieur de l'animation autrement. Sacré nom aujourd'hui. Et Stanislas Brunet aussi, pareil, quoi. Donc lui qui faisait déjà les Gobelins, mais qui rejoint l'équipe un peu plus tard. Donc on a développé en petit groupe comme ça. Donc on a mis beaucoup de passion, beaucoup de nous dans le projet. Et puis on a réussi à convaincre des gros investisseurs au bout de quelques années. Avec, je ne refais pas toute la genèse, le pilote Molly Star Racer qui avait cartonné sur Internet à l'époque. Et puis on est parti au Japon et j'ai réussi à attirer dans le studio, avec le studio avec qui on bossait, des grands noms de l'animation japonaise. Il y a des storyboarders, donc monsieur Masui qui travaille sur Samurai Champloo. Il y a madame Sayama qui est storyboardeuse sur Blood Plus ou sur Death Note. Il y a monsieur Ohashi qui a travaillé sur Planetes, la série Planetes, qui est vraiment une super série. Et puis on a Takeshi Sayama qui est le monteur de Miyazaki, qui a monté tout ce qu'a fait Miyazaki, de Conan, Fils du Futur, jusqu'à tous les longs métrages de Miyazaki. Carrément. Qui a monté la série. Et on se rend pas compte, mais en animation, le montage, c'est un truc qui a l'air assez simple, parce qu'on n'a pas plein de prises, mais en fait, au niveau du rythme, il y a une espèce de magie qui se met en place avec un bon monteur. Et c'était un plaisir de bosser avec lui. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi je savais pas en fait. Je savais qu'il avait bossé sur Conan Fils du Futur, mais j'avais pas tilté que c'était lui qui avait monté ensuite tous les longs métrages de Miyazaki. Et quand on faisait des séances, moi je suis réalisateur, mon job c'est que le truc soit le mieux possible. Donc parfois je l'embêtais un petit peu. Je disais ouais, c'est vraiment bien, mais là il faudrait un peu plus là. On peut pas faire un truc. Et, ok, puis on remontait le truc. Puis après coup, je me suis rendu compte, mais à un moment il était pas au studio. Je dis mais c'est pas avec lui que je bosse aujourd'hui. Non, c'est avec son assistante parce qu'il est en train de monter un long métrage. Et après, je me suis rendu compte, je sais plus si c'était Mononoke ou c'était pas Mononoke, mais c'était un des longs métrages de Miyazaki du moment, quoi. C'était peut-être un château, le château suspendu, le château ambulant. Le château ambulant, ouais, je pense que c'était ça, quoi. Et donc j'étais ouais, d'accord. Et donc après, j'étais un peu emmerdé je n'osais plus trop lui dire après, mais c'était super. Donc on avait tous ces gens-là, puis il y a Yoko Kanno que j'ai réussi à convaincre, c'était épique. Mais oui. Bon, alors, ça m'a pris 2 ans pour la convaincre, mais j'ai réussi à la choper juste pour les génériques. Donc, travailler avec elle, c'était super. Moi, c'était déjà ma On t'a fait presque un test d'ailleurs. On t'a fait écouter des extraits. Oui, donc ça, c'est la petite histoire. C'est que ça faisait 2 ans, en fait. On travaillait avec le producteur de Yoko Kanno, qui nous a fait rencontrer Taku Iwasaki, qui a fait une super belle musique de BGM, très très belle, avec des instruments, des sons modernes, mais aussi des trucs orchestrés. Enfin, c'est vraiment un mix qui est super riche, très très intéressant. Mais il y avait toujours le problème des génériques, et je suis revenu à la charge plusieurs fois. Et puis un jour, il vient au bureau, il me dit oui, qui nous avait toujours dit non, Yoko Kanno, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible, c'est trop compliqué, elle est trop créative, machin. Pour moi, je suis trop vieux, je peux plus la gérer, c'est trop fatigant pour moi, je veux plus bosser avec elle sur 2 génériques. Et finalement, un jour, il vient au bureau, il dit ouais, j'ai quelques petites chansons là, c'est une jeune là qui a fait une bande démo, là, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Donc j'écoute, je dis waouh, c'est super cool ce truc-là. Ça, c'est le générique du début, quoi. 2e chanson, ouais, pas mal. Et puis 3e, ça c'était vraiment ma préférée, c'est celle du générique de fin, Warateta, que je trouve vraiment super belle. Et il fait non, et je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, et en fait c'était Yoko Kanno qui avait vu les premiers épisodes, qui avait composé exprès pour nous 3 titres, mais il voulait être sûr qu'on la choisisse pas pour le nom mais parce qu'on aimait ce qu'elle faisait, et voilà, donc on a eu la chance d'avoir Yoko Kanno qui a c'était les démos. Après on a enregistré avec elle en studio avec Akino qui est une super chanteuse, qui a une très très belle voix, oui. Et donc voilà, donc on a eu tous ces gens, voilà, toutes ces équipes japonaises, et donc c'est un peu atypique, quoi. C'est une série qui est quand même un peu de par sa fabrication, petite équipe qui est restée soudée jusqu'au bout. On a un contrôle très important sur la série par rapport à d'autres productions, et avoir ce contexte franco-japonais comme ça, produit au Japon en 2 ans et demi. Voilà, c'était un truc un peu spécial, et qu'il n'y a pas eu d'autres
série comme Oban, vraiment, il y a un peu plus de collaboration maintenant que le Japon aujourd'hui. Mais il n'y a jamais eu, je pense, de collaboration aussi étroite que ce qu'on a fait sur Oban. Et même les noms que tu cites, tu as un peu l'impression que c'est l'alignement des astres. Tu ne peux plus recréer ça, c'est impossible. Ce n'était qu'une fois en 1000 ans, ça a été pour Oban. Tu vois, et encore, c'est finalement un animé qui a mis du temps, puisqu'entre le moment où tu as commencé vraiment à créer Oban Star Racer et l'animé est né, une dizaine d'années à peu près qui se sont écoulées. Donc c'était un travail d'acharnement, il ne fallait pas lâcher. Fallait pas lâcher. Alors, parfois, on l'a remis, on n'était pas 10 ans à temps plein dessus. Parfois, on a pris une petite pause, on n'était pas prêt, c'était pas le bon moment. Puis après, on est reparti, on a relancé. Voilà, on a fini par convaincre les investisseurs donc, américains et japonais, ce qui est très rare aussi, puisque c'est Bandai Visual qui a coproduit la série. Bandai Visual avec M. Takanashi, qui est malheureusement, dont je salue le nom ici, qui est mort malheureusement il y a pas très longtemps, et qui est le producteur de Escaflowne et du long-métrage de Cowboy Bebop. Et donc, en fait, on avait fait tes séries préférées en plus. Voilà, on avait fait le pilote de Mon Star Racer qui cartonnait sur Internet. Et puis un jour, sur Pocket Movies, sur la page de Pocket Movies où il y avait on pouvait laisser des messages. C'était avant YouTube, c'était il y a longtemps. Je vois un message, moi vouloir produire série Takanashi, quoi. Et je me dis, c'est quoi ce truc-là? Je regarde sur Internet, je vois producteur d'Escaflowne, je me dis, grosse blague et tout. Je récupère l'email, j'envoie, puis 3 mois après, je refais un autre mail, et finalement, voilà, on s'est rencontrés. Et grâce à lui, on a rencontré. Donc, c'est grâce à lui un petit peu qu'on a pu avoir aussi facilement des noms importants de l'animation japonaise qui étaient rassurés du fait qu'il nous cautionne par sa présence sur le projet. Mais parce que du coup, Oban Star Racer, c'est quand même arrivé avec à la base un tout petit clip vidéo qu'on avait vu à l'époque. Le trailer de 2001. Le trailer de 2001, tout à fait. Hamasaki Ayumi, version donc remixée. ça déjà, tu avais déjà un lien avec les Japonais? Non, déjà pas en 2001. Non. En 2001, on a fait le pilote. Comme le pilote a cartonné, ça nous a ouvert des portes, c'est-à-dire que des gros investisseurs ont commencé à s'intéresser un petit peu à nous. Après, le fait que je ne veuille pas faire n'importe quoi avec la série, que je ne veuille pas que Molly devienne un garçon, que je ne veuille pas rabaisser le niveau émotionnel, ça a compliqué les choses, mais on n'était pas encore en contact avec le japonais. Mais à partir de là, en fait, ça s'est mis en place parce que déjà, on voulait bosser avec le Japon, donc on a commencé à chercher. Et puis, on a été diffusé comme on a gagné plusieurs prix en festival avec ce pilote, on a été diffusé sur une émission japonaise qui s'appelle Digital Stadium, qui parlait de tout ce qui se passait en 3D à l'époque, etc. Et c'est comme ça que Takanashi a vu le pilote, qui nous a laissé un message et que les choses se sont développées petit à petit. C'est trop intéressant. Parce que du coup, on rappelle quand même, ce pilote avait généré quasiment 100 000 vues, je crois. Il y a plusieurs centaines de milliers. Alors qu'il n'y avait pas encore YouTube. Alors qu'il n'y avait pas encore YouTube et tout. C'était sur Katsuka. Alors, d'abord, il était sur... Enfin, Katsuka l'a passé, effectivement, mais il était sur Pocket Movies, qui était l'ancêtre de YouTube, et sur d'autres sites. Et donc, tous les gens qui étaient étudiants en animation, passionnés d'animé, tout le monde l'avait vu, quoi. Il a quand même il a vraiment beaucoup circulé, quoi. Ok. En vrai, c'est fou comme quoi, déjà Internet en 2001 avait une force extraordinaire que tu pouvais envoyer à l'autre bout du monde. C'est un truc de ouf en vrai. Totalement. On va revenir sur du coup l'histoire en fait d'Oban Star Racer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont avec nous sur le chat, les viewers, qui ne connaissent pas l'œuvre Oban Star Racer. Jamais regardé. Comme Reza ici. Et écoute, je pense que tu peux grave kiffer, parce que alors c'est évidemment des courses, beaucoup de courses. C'est quelque chose qui était voulu a priori dans l'histoire. Il y avait de la compète. Un peu package, de faire un truc un peu sympa, visuel, dynamique, et qui quelque part était un peu rassurant pour les investisseurs, c'est-à-dire qu'il y avait des vaisseaux, il y avait des courses avec plein d'extraterrestres et tout. Et puis derrière, c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'une gamine qui a été abandonnée par son père quand elle avait 5 ans, et qui, au début de la série, elle a 15 ans, elle attend, il l'appelle pas, c'est son anniversaire, et comme d'habitude, il oublie de l'appeler et tout. Et là, elle en a marre et tout. Elle se sauve de son pensionnat qui est un peu prison comme ambiance et tout. Et elle part pour le retrouver. Et ce connard, excusez-moi, cet imbécile, ne la reconnaît pas. Elle est assez garçon manqué, elle est habillée comme en plus, elle a un costume de garçon et tout, un petit uniforme d'école. Il la reconnaît pas, il la prend même pour un garçon. Elle est hyper choquée. Et quiproquo, elle n'a pas l'occasion d'expliquer qui elle est vraiment. Et elle va décider finalement d'entrer dans son équipe en gardant prenant un pseudonyme pour essayer d'être près de lui, mais vivre sous son nez, quoi. Voilà, et de voir un peu qui c'est, d'essayer de le comprendre, et d'essayer surtout de regagner son amour en montrant ce qu'elle sait faire, quoi. Et donc, elle va essayer de montrer, et il va avoir beaucoup de mal à comprendre et à reconnaître son talent. Et petit à petit, les choses vont évoluer. Il y a un grand arc narratif tout au long de la série, parce que c'est une série à suite, ce qui était très rare aussi à l'époque, et pour lequel on a dû beaucoup batailler. Et donc, chaque épisode, il y a souvent une petite intrigue par épisode, mais il y a vraiment un grand arc narratif qui se développe sur l'ensemble de la série. Et voilà, donc il part dans l'espace, parce que là, je suis allé sur le point de départ aussi de cet arc narratif, c'est qu'en fait, la Terre, ça se passe dans un futur proche,
la Terre a commencé à rentrer en contact avec d'autres peuples extraterrestres. Ils ont maîtrisé des techniques qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Et ils sont déjà menacés en fait, par des voisins, les Krogs, les gros voisins badass et tout, qui ont essayé de les envahir. Et au moment où la Terre est envahie, il y a eu tout d'un coup, la guerre s'est arrêtée. On va découvrir qu'en fait, pourquoi cette guerre s'est arrêtée, c'est que c'est pas parce que les Terriens ont gagné comme ils l'ont raconté, c'est parce que l'Avatar, qui est une espèce d'être hyper puissant, omnipotent, qui contrôle un peu toute la galaxie, qui a un rôle très important, secret dans la galaxie en tout cas, a décrété que c'était la trêve d'Oban et que donc tous les peuples de la galaxie, toutes les civilisations de la galaxie devaient s'affronter dans une grande course et que celui qui gagnerait aurait le prix ultime. Et donc on va découvrir pourquoi, qu'est-ce que c'est vraiment que ce prix ultime, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Il y a plusieurs, c'est à plusieurs niveaux, on va découvrir que tout n'est pas ce que ça semble être au premier abord. Et puis donc il y a plein de peuples extraterrestres qui veulent tous gagner ce grand prix ultime pour différentes raisons. Et on raconte que celui qui a le prix ultime pourra avoir son vœu le plus cher exaucé, enfin qui pourra faire ce qu'il veut, devenir le maître de la galaxie, ressusciter quelqu'un, sauver sa planète détruite. Donc ils ont tous des raisons plus ou moins positives ou justifiées en tout cas de gagner ce prix. Et on va les découvrir au fur et à mesure que Molly les rencontre. Et son histoire, elle va évoluer et puis elle va faire des rencontres, elle va découvrir plein de choses sur tous ces adversaires qui sont très différents visuellement et narrativement aussi. Du coup, mon Reza, ça te hype ? Moi, je suis chaud. Parce qu'en plus, quand je voyais les visuels, ça me faisait penser au jeu de... pas F0, mais Wipeout. Wipeout, il y a un petit côté. Ouais. À l'époque, parce que Wipeout, je crois, les premiers, c'est sur Play 1, ou je sais plus, par là. Donc, moi, j'adore F0, j'ai énormément joué F0 dans ma vie, et Wipeout aussi. Donc, quand Bitel avait parlé d'Oban Racer, c'est la première chose à laquelle ça me faisait penser. Donc, je pensais pas du tout que la story allait s'orienter de ce côté-là. Donc, c'est assez cool. On va faire ça. Les visuels sont incroyables, ils n'ont pas vieilli en soi. Et c'est pas juste de la course, c'est course et combat. Donc, si tu veux une comparaison jeu vidéo, il y a. Et alors, justement, tu parles donc beaucoup de combat en même temps. Oui. Star Wars était sorti, l'épisode 1. Est-ce que ça a été aussi une source ? Tu me ressors cet affreux argument. Non, c'est une simple question. Oui, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser légitimement, mais donc c'est une question auquel j'ai répondu au moment de la sortie d'Oban, et donc je revenir un peu dessus. Je t'avoue que j'avais ça remue un 8 ans à ce moment-là. Ça remue un couteau dans la plaie un peu, mais donc nous on a développé, il n'y a aucun rapport avec Phantom Menace et Oban. Je pense que quand on regarde 5 minutes d'Oban, on a tout de suite compris qu'il n'y a aucun rapport. Nos influences sont vraiment les influences japonaises, et il y a peut-être un petit peu d'influence de Star Wars, de l'épisode 4 éventuellement, mais très légère, inconsciente. Mais en fait, on a commencé à développer le projet en 96. Star Wars est sorti en 99, je crois. Nous, on a fait un premier pilote en 98 déjà, qui était déjà sorti au moment de la sortie de Phantom Menace. Mais on a ressorti la deuxième version du pilote en 2001. Et en fait, ça nous emmerdait bien que Phantom Menace soit sorti et qu'il y ait des courses dedans, parce que qui allait s'imaginer que Star Wars, avec des samouraïs et tout, enfin des samouraïs entre guillemets, enfin des Jedi Knights, etc., qu'est-ce qu'ils allaient faire avec un petit gamin qui allait piloter des vaisseaux? Ah non, mais je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'univers de Star Wars? Bon, ça c'est l'autre débat, on va pas en parler, mais donc c'était plutôt emmerdant pour moi, effectivement, parce que cette question, à l'époque, se posait beaucoup plus, puisque c'était vraiment, la comparaison pouvait être très nette, quoi. Surtout les Américains, étaient là, ouais, ça ressemble à Star Wars et tout. Et donc, c'était un peu emmerdant pour nous qui bossions depuis longtemps sur le projet d'être obligés de justifier un peu le truc. Mais bon, après, la question, c'est quand même un peu, ne s'est plus tellement posée. C'est rare que la question me revienne quand même dessus, parce que voilà, Oban est devenu Oban, et les gens ont compris ce que c'était Oban, et Phantom Menace aussi a ses détracteurs aussi, et voilà, et ses admirateurs aussi. Mais on est vraiment dans deux choses qui sont... Il n'y a pas vraiment de comparaison. La course, c'est vraiment central au concept d'Oban. Et il y a d'autres séries qui ont eu lieu avant Phantom Menace et avant Oban. Il y a d'autres. On n'est pas la première série à avoir des courses ou à avoir des vaisseaux en suspension, etc. Mais voilà, nous, c'est vraiment central au concept. Et je pense qu'on a développé assez loin, parce que chaque vaisseau, donc, venant de technologies différentes, parfois c'est des animaux, parfois c'est des robots, parfois, c'est des vaisseaux vraiment de combat. Donc, il y a plein de caractéristiques différentes à lesquelles on peut jouer. C'est toujours un peu surprenant et nouveau à chaque épisode. Quand on voit le Scarabée pour la première fois, t'es en mode « Ah, c'est un vaisseau, du coup !» C'est un module. Donc non, il y a plein de trucs super intéressants. Mais voilà, c'était juste pour savoir, parce que ça, quand tu vois, par exemple, justement, le véhicule de Molly... Oui. J'ai tout de suite cru voir justement un petit peu le vaisseau de Sebulba, parce que donc du coup forcément j'ai été biberonné aux deux, donc du coup je me suis retrouvé un petit peu là-dedans, et c'était voilà, il y a aucune, c'était juste pour savoir un petit peu et voir un petit peu si tu avais eu des influences là-dessus, mais très bien, c'est parfait, merci beaucoup. Oui, Reza. Moi j'ai une question par rapport au Kickstarter. J'ai vu que l'objectif c'était 30K, je dis pas de bêtises, on est à 239 000 €, quelque chose comme ça. Est-ce que à part les packages et que les suppléments, il y aurait quelque chose de prévu? Possiblement, je sais pas,
un spécial TV épisode, un hors-série, ou est-ce qu'il y aura rien d'animé en fait, avec ce Kickstarter, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est qu'enfin, on puisse voir la série comme elle aurait toujours dû être vue, c'est-à-dire en HD, 24 images par seconde. Et puis en plus, dans pas mal de pays, les DVD n'étaient jamais sortis, ou alors ils étaient sortis, mais ils n'étaient pas sortis jusqu'au bout. C'est arrivé en Allemagne, par exemple, où ils avaient arrêté au milieu de la... Ouais, donc certains pays, n'importe quoi. Et même, par exemple, au Brésil, ils avaient diffusé la série sur Jetix, mais ils avaient arrêté à l'épisode 20, quoi. Ce qui fait que les pauvres gars, ils avaient... Bon, jamais eu la... Donc là, et en plus, on a 11 dubs. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour vraiment faire cette édition, un truc vraiment qui fasse plaisir aux fans et qui reste, quoi, qui marque un peu. Donc, non seulement on a restauré les masters, mais j'ai récupéré 11 dubs. Et donc, je suis allé chercher tous les dubs disparus, négocier les droits. Ça m'a pris un temps fou et tout. Ça était cher, c'était compliqué. Mais en plus, après, il fallait remettre ces dubs à la même cadence. Parfois, ils étaient abîmés, il fallait les restaurer. Donc, Jérôme Vissia, qui est l'ingé son originel d'Auban, qui est nominé au César pour Océan notamment, qui est vraiment, qui travaille surtout sur du long métrage, qui est vraiment un super ingé son et mixeur, à retravailler tout ça pour qu'on ait un son nickel, que toutes les pistes soient pareilles. Donc je perds mon fil. On a la piste japonaise aussi d'ailleurs, bien sûr, évidemment. J'ai perdu mon fil en route là. La question c'est si on allait faire justement autre chose avec l'argent supplémentaire. Et donc ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est nous encourager à faire d'autres choses autour d'Auban. On a commencé à développer il y a quelques années plusieurs projets de suite. Mais bon, manquait un peu de fonds, manquait un peu de temps. Et donc, ce Kickstarter, c'est à la fois aussi pour voir si les fans ont envie de plus de ban. Et pour l'instant, c'est vraiment le cas. On est vachement touchés par tout ce qu'on nous raconte sur j'ai vu quand j'étais petit, j'étais malade, j'étais pas bien, Auban m'a fait tenir, ou je m'entendais pas avec mon père, c'était dur. Et je voyais la relation entre Molly et son père, et ça m'a aidé à tenir. Et il y a quelqu'un dans le chat qui disait je suis devenu Kara designer au Japon grâce à vous. Il y a pas mal de gens, en fait. Ça revient assez souvent, des gens qui sont devenus animateurs. J'en connais certains que j'ai rencontrés, ou que je connais depuis l'époque, qui sont devenus animateurs, qui sont rentrés dans la 3D, qui sont devenus dans l'animation à cause d'Auban. Donc ça, c'est hyper touchant pour moi et je suis très fier de ça. Peut-être grâce du coup à Auban, parce que à cause. Grâce à Auban. Donc voilà, donc nous ressourcer, nous faire sentir la demande et l'envie des fans. Remettre un petit peu d'argent en caisse aussi, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent et passé beaucoup de temps déjà rien qu'à monter ce projet, récupérer les droits, payer les trucs. Et c'était très long et très compliqué. Et puis aussi pour montrer aux investisseurs et aux chaînes potentielles qu'il y a du répondant, plus on monte haut. C'est pour ça que je dis aux gens continuez, parce que voilà, plus on monte haut, c'est un peu bête, hein, mais les investisseurs regardent leurs chiffres, et si c'est un gros chiffre, ils se disent il y a une communauté qui est forte et tout, et donc ils seront plus enclins à vouloir nous aider à financer une suite. Donc on a plusieurs beaux projets de suite que j'ai présentés pour la première fois en décembre. On a fait un petit événement pour les 15 ans d'Auban au cinéma L'Escurial. Je n'ai pas pu assister, j'étais dégoûté. Qui était super. J'avais vraiment la haine de C'était super sympa parce qu'on a reparlé de la série, de l'aventure de la série. On a vu des épisodes en HD sur grand écran. C'était super sympa. Et puis j'ai pitché les 3 projets donc de suite et de spin-off, et j'ai pu échanger pour la première fois directement avec les fans. Qu'est-ce qu'ils ressentaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ça. Donc voilà, c'est des projets on a montré quelques visuels. On peut se permettre d'ailleurs d'en montrer un. C'est celui que tu m'avais envoyé en régie. J'avais donné un visuel à Florian tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de le mettre? Voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est badass. Il envoie. Il est super badass. Ce serait quoi le meilleur scénario pour vous? Genre vraiment le best case scénario pour distribuer justement cette nouvelle version? Pour faire cette nouvelle version, qu'on ait un gros streamer ou qui a envie de mettre la main au portefeuille, et qu'on fasse par exemple ce projet-là, qui est prévu. Une plateforme de VOD a priori. On est ouvert à tout. Mais Netflix, si vous êtes là. La chose qui est un peu complexe avec les chaînes classiques, c'est que c'est très cher de financer une série d'animation. Il y a plusieurs chaînes, il faut fédérer plusieurs personnes, donc c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Et on reste sur un créneau plus jeunesse, qui a tendance pour moi plutôt à aller plutôt vers les cases de plus en plus jeunes, parce qu'il y a de moins en moins de cases jeunesse en fait sur les généralistes. Et donc les streamers, bien sûr. Mais bon, je prendrai l'argent d'où je serai très heureux, mais ce sera peut-être plus facile de trouver un streamer dans le projet. Et donc, l'idée, c'est de faire une série qui est un peu plus âgée comme cible que Molly, qui s'adresse aussi à un public large et que les enfants aussi pourront voir. Il y aura pas des gens ne seront pas égorgés, etc. Il n'y a pas des boyaux mais qui en sortent tout cas, apparents. Okay. C'est comme Auban, qui était un projet produit pour les enfants, mais qui peut être vu par un public beaucoup plus large. C'est un peu une idée, mais en visant quand même une cible plus âgée, qui vise plus le public d'Auban, qui a grandi avec Auban maintenant, et qui nous permet d'aller les personnages un peu plus âgés, et donc d'aborder un peu des thématiques un peu plus jeunes, ados,
Enfin, plutôt ado, adulte, quoi, et dans les relations, de pousser les choses plus loin. Donc, ça serait Aubane, mais avec une dimension nouvelle. Et donc, on n'est pas dans un simple reboot ou une suite pour une suite, mais vraiment de créer, d'étendre l'univers d'Aubane à travers un truc qu'on n'aura jamais vu. Parce qu'en soi, Aubane est déjà quand même sur des thèmes qui sont plutôt durs. Hein. On parle quand même de deuil, de remise en question, de destruction familiale. C'est quand même assez énervé sur certains propos. L'emballage est lumineux, mais c'est vrai qu'on aborde des... Et pour moi, c'était un truc très important, c'est que même si c'était produit pour les cages jeunesse, il y a une tendance quand même à se dire « Ah, c'est pour la cage jeunesse, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça », ou « Non, mais t'inquiète pas, c'est pour les enfants ». Mais si, je m'inquiète, c'est que moi, maintenant, en plus, j'ai des enfants, je veux que... Et j'ai grandi avec ces séries qui m'ont... donc, ma génération, on avait Candy, on avait Goldorak, on avait Albator, tous ces trucs-là. Et même Goldorak, qui est une série apparemment simple, il y a des moments super émotifs, super forts, des amis qui meurent. Et je pense qu'on est confronté à la vie. Et même, en plus, les enfants voient ce qui se passe à la télévision. Il y a des images très dures parfois à la télévision. Donc, des gens qui meurent dans la famille, les parents qui divorcent, des conflits avec les parents quand on grandit, quand on est jeune ado ou pré-ado. On a besoin d'avoir déjà ressenti ce genre d'émotions ou vu comment d'autres personnages ont ont géré ce genre de situation. Donc, je pense que c'est super important de donner aux enfants plus que juste du pur entertainment. Ils en ont besoin aussi, mais qui est du fond, quoi. Et donc, Aubane, il y avait ça. Il y a la mère de Molly qui est morte, qui est un thème récurrent qui revient et comment est-ce qu'elle va dépasser un peu ce deuil et cette souffrance qu'il y a autour de ça. Le conflit très fort avec son père. Comment est-ce qu'elle va aussi... ne pas la résoudre entièrement dans un premier temps, mais le dépasser en essayant toujours de gagner son amour. Mais maintenant, elle a ses amis, il y a Jordan, il y a Aika, deux autres personnages importants de la série qui vont lui permettre d'avoir d'autres horizons un peu, d'évoluer. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont, surtout pour les programmes jeunesse, qui sont très rares, quoi. Ah oui, justement, parce que quand tu prends, on va dire, la plupart des programmes français de l'époque, ou même carrément américains français, je peux dire non, déjà, mais même américain. C'était très compliqué. Après, il y a Avatar. Il y a Avatar, et en plus, surtout la suite d'Avatar. Oui, bien sûr. Mais c'est un cas aussi assez particulier, c'est que c'était ça qui était produit à 100% par comment s'appelle la chaîne Nickelodeon. Et donc déjà, c'est un budget énorme par rapport à nous, c'est plus de 3 fois le budget par épisode d'Aubane. Et ils pouvaient se permettre de faire d'aller loin parce que c'était un peu leur bébé, c'était voilà. Mais sur une série que tu vas diffuser à l'international, c'est beaucoup plus dur. Donc on a poussé le bouchon vraiment très loin par rapport à ce qui était possible de faire sur le créneau jeunesse. Reza voulait poser une question. J'avais une question juste avant, je suis désolé. Vu que du coup là on va avoir la version 1080p, 24 IPS, tout ce qui va avec, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous envisagez une parution sur tout ce qui va être Crunchyroll, ADN et autres, si c'est pas déjà le cas? C'est envisageable. Pour l'instant, on est à fond c'est les 15 ans, c'est l'occasion de faire le Blu-ray en physique. Ouais. Et en plus, j'ai envie que les gens gardent un objet. Un objet qui restera. Et puis, si jamais les bandes disparaissent ou il y a le feu à Savage World, il y aura d'autres gens qui auront des masters chez eux maintenant. Donc, ça, c'est pour sauvegarder Aubane. On le place chez vous. Donc, oui, c'est possible qu'on le fasse. Même ça, on fera certainement d'ailleurs. Mais c'est dans un deuxième temps. Pour l'instant, vraiment, on se concentre sur la sortie. C'est vraiment pas mal parce que vu que tout à l'heure, vous parliez justement de streamers, c'est bien parce que justement en stream, les gens généralement quand ils parlent à leur commu, ils leur parlent des œuvres qu'ils aiment bien, que ce soit actuelles ou les œuvres avec lesquelles ils ont grandi. Et après, s'ils peuvent leur dire, vu que tous les petits, les ados, ils ont soit Crunchyroll, soit ADN, soit Netflix, ils leur diront va sur Netflix ou ADN et tu peux regarder l'œuvre. Tout à fait. Du coup, je pense que ça va aider à populariser auprès des plus jeunes qui n'auront pas grandi avec. Absolument. Et tu vois certaines séries qui ont été diffusées qui reprennent tout d'un coup, un super audimat et tout, parce que c'était si c'est des bonnes séries à la base, elles seront balancées là et ça tout un nouveau public effectivement a accès pour la première fois à ces séries-là, quoi. Ok. Comme on a pu voir par exemple Avatar quand c'est arrivé sur Netflix. Hein. Ouais, par exemple. Vous ne connaissez pas. Ils ont rattrapé dessus. Un truc énorme sur Netflix. Donc, et puis, je pense qu'en vrai, c'est une bonne comparaison, Avatar et Aubane. Je pense que c'est un peu les deux comparaisons similaires dans leur façon d'avoir été créés, de procéder. Donc, je trouve ça plutôt cool d'imaginer un jour Aubane sur ce genre de plateforme et d'avoir à nouveau une mise en avant comme ça devrait l'être. Et Marie, je voulais te demander, toi, tu fais partie des gens qui découvrent Aubane aujourd'hui ou tu avais déjà regardé Je découvre totalement parce que malheureusement, j'étais déjà trop âgée pour ne pas penser aux cours et aux devoirs, quoi. Donc, je passais moins de temps devant la télé et je suis passée à côté de beaucoup de séries de l'époque. Et en général, quand Bitel fait une chronique, je me rends compte que j'étais la génération juste avant.
Et si j'avais eu un petit frère ou une petite sœur, j'aurais pas coupé. Mais c'était pas le cas. Donc, 2 fois avant même, Marie. Voilà, il va même avant elle moi, va tu vois. faire celle-là. Oh, non, au milieu. Je prends de l'élan. Au milieu, il y a moi, tu vois. Vitesse, je suis au milieu, et après, toi, Mon pull, il dit chais. Mais non, il a pas tout à fait tort pour le coup. On va pas le dire trop fort, mais. Pas trop fort. Mais ouais, malheureusement, je suis passée à côté de toute cette manne-là. Et même au niveau, je trouvais que ça se voyait même au niveau des Disney, ce que j'appelais les nouveaux Disney, les Hercule, les Cusco, etc. C'était déjà une série graphique, oui. Mais moi je les ai pas vus, à laquelle j'ai échappé. J'ai arrêté les Disney assez tôt, genre Hercule et tout. C'était plus genre avec mes petits cousins, tout ça. Mais genre moi, tous les Disney que j'ai vus, c'est les Disney qui sont sortis avant moi et jusqu'à mes 8-9 ans. Alors, tout ce qui était avant, on avait toutes les VHS, on avait une colonne de Disney. Et les Disney qui sont sortis quand j'avais déjà 13, 14, 15 ans, je les regardais pas. Ouais, bien sûr. Du coup, je les ai loupés. Je les ai loupés. Quel banger, quoi. J'ai dû l'entrevoir, mais je l'ai pas en souvenir. Par contre, tous ceux d'avant, je les connais par cœur, les chansons et tout. Il faut que tu le montres à ton fils. C'est le meilleur Hercule. Peut-être qu'il acceptera d'enfin aimer Disney. Ne serait-ce que pour la musique. Tarzan, j'ai vu. Tarzan, extraordinaire. Tarzan, ça va, je l'ai vu. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y avait déjà des codes graphiques qui évoluaient, mine de rien, quand tu le dis là par rapport à Disney, je me dis, mais c'est vrai. Donc c'était vraiment très très inhérent à cette époque. Et malheureusement, je suis passée à côté. Et en même temps, si tu reviens aussi en arrière plus loin sur Disney, parce que moi j'ai quand même un peu du mal avec la période Eisner et tout, quand Disney commence à devenir un peu plus commercial et tout. Mais intéressant aussi, il y a un nouveau souffle que je nie pas, parce que vraiment c'était un peu la fin d'un cycle, il fallait que ça change. Mais quand tu revois là j'ai revu il n'y a pas longtemps avec mes enfants justement. La Belle au bois dormant, quoi, qui en fait qui est un peu chiant par moment quand même, qui est pas parfait, mais graphiquement, la putain de baffe que c'est, quoi. C'est une beauté alors aussi j'ai revu au cinéma Bambi, quoi. Bambi qui est quand même vachement vieux comme cinéma en plus. Bambi c'était triste en plus. La musique là, il y a des plans de combat quand il se bat à un moment avec un autre cerf et tout. Et t'as aussi à un moment, t'as de la pluie, j'appelle, t'as de la pluie qui dégouline le long des arbres en animation. C'est magnifique. Hyper bien fait, quoi. Mais j'ai jamais vu en fait d'effet d'eau en fait aussi bien animé que dans ce film-là, quoi. Et c'est un film qui date des années 40 ou je sais pas, c'est vraiment vieux, quoi. C'est entre 60 et 50 et 40. Non, c'est avant. Bambi sur les premiers Disney, c'est encore en noir et blanc et ça a été colorisé, c'est ça? Non. Tu sais que la couleur existe quand même depuis quelques temps. C'est peut-être. Ouais, voilà. J'ai bien 42. C'est vieux, hein. Et Fantasia, c'était quelle année? C'est récent, je sais. Fantasia, c'est fin des il y a bijoux d'animation, mais chelou, quoi. Les disparitions de dinosaures et tout. Moi, j'avais eu peur. Le démon du village, le démon du village à la fin. 40%. Mais non! Sérieux? Cette époque-là, c'était incroyable. C'est une claque incroyable, il y a longtemps. Fantasia. Mais Disney, très très puissant sur l'animation. Disney sur la technique d'animation. Il y avait des gros budgets, très gros budgets à l'époque et tout. Il y avait tous les meilleurs animateurs qui étaient là. Enfin, mais tu vois aussi l'influence que Disney a eue sur l'animation japonaise, enfin dans le monde entier, quoi. C'est un truc énorme, quoi. Mais en même temps, tu vois aussi les années 60 aussi, quand il y a les 101 Dalmatiens là. C'est super beau aussi. C'est graphique années 60. C'est des décors assez simplifiés. Je crois qu'il tu as des petits traits en fait dans les. Parfois c'est pas un trait droit tout le temps et tout. C'est un petit peu. Donc il y a eu des grandes périodes classiques, mais qui sont vraiment qui demandent à être redécouvertes aussi, quoi, chez Disney. Qui m'intéresse plus en fait que je suis un peu toujours un peu old school, j'arrive toujours vers le passé, mais c'est intéressant de revenir au classique et de voir ce qu'on peut en tirer et en ressortir aujourd'hui, quoi. Il y a des leçons toujours à tirer de ces œuvres-là. Et Disney aujourd'hui, il y a des choses qui te parlent? C'est marrant. C'était la question qui fâche. Il y a des séries. C'est trop différent. Des séries live que je regarde un petit peu comme tout le monde, mais là, c'est les séries d'animation en 3D sur Star Wars. Je suis pas super fan et tout, mais bon, je pense que c'est-à-dire que si je suis un gamin aujourd'hui, je pense que je trouve ça cool et sympa et tout, quoi. Mais quand t'as vu d'autres choses avant d'un niveau quand même, c'est pour les Américains, il y a une influence japonaise. Pas seulement au niveau graphique, mais aussi au niveau du storytelling et tout, d'être plus sur des arcs à suite, etc. Il y a une influence qui est digérée, qui est pas inintéressante, mais voilà. Pour moi, c'est quand même toujours un petit peu. On sent comme la grosse boîte de prod qui n'ose pas vraiment sur ces grosses licences-là. Ils vont pas à fond, quoi. C'est de l'action, mais c'est pas de l'action à fond. Les mecs sont un peu bad boy, mais ils sont pas vraiment bad boy. Les filles sont sexy, mais elles sont pas vraiment totalement sexy. Enfin, c'est entre deux à chaque fois, quoi. Donc moi, ça me
Celui qui boucle la boucle, pour le coup, c'est, je trouve, Mamoru Hosoda, qui a signé Belle et qui a fait participer, du coup, Jin Kim, grand designer chez Disney de toutes les princesses, en tout cas les plus iconiques, et qui a dessiné cette version de Belle dans le métaverse du film. Et tout est en 3D. La première fois que je l'ai vu, j'étais avec Bitel. Et toute cette 3D qui était un peu même agressive, on s'est dit, oula, ouais, il y en a beaucoup. Et en deuxième visionnage, on se dit, ok, le mec a su prendre le meilleur de toutes les époques, de tous les designs. Et aujourd'hui, il nous sert le plus bel exemple de cette synergie, je trouve. Donc, ce serait peut-être l'exemple à garder en 2021-2022. Mamoru Hosoda qui aime bien avoir des héroïnes, quelque chose de compatible finalement avec également ton concept, puisque tu avais beaucoup tenu à garder une héroïne et pas changer ton scénario pour complaire aux chaînes de télé. Aujourd'hui, c'est plus commun, et c'est même une demande des chaînes. Moi, je bosse sur d'autres projets. Mais à l'époque, c'était une vraie bataille. Voilà, on te dit, il faut non, mais il n'y a pas de personnage féminin là, ça c'est pas possible et tout quoi. Donc maintenant, tu as l'obligation inverse d'avoir des personnages féminins forts dans les projets, ce qui en soi est bien, mais s'il n'y en a pas besoin, ça peut être aussi un problème, ça dépend des projets, il faut équilibrer. Et à l'époque d'Auban, non, c'était pas possible parce que les chaînes voulaient vendre des jouets, de la pub aux gamins. C'était surtout action, donc c'est pour les garçons, ça peut pas être pour les filles, c'est pour les garçons. Et donc il fallait que Molly soit un garçon. Et donc si on avait, après le pilote de 2001 qui avait cartonné, si j'avais dit, ok, c'est un garçon, la série on la produisait tout de suite. Mais comme j'ai dit non, parce que j'ai senti que si je donnais ça, après on allait changer ça, et il n'y aurait plus d'émotion, plus de machin et tout. J'ai dit non, et donc on a perdu un gros partenaire, et il n'y a pas 36 000 gros partenaires sur le marché, et donc on a pris 2 ans et demi de plus pour remonter la pente, et heureusement qu'on l'a remonté, parce que voilà. Mais tout s'est bien aligné au final, et voilà, on a eu notre petite Molly, et je suis fier de ce personnage. On n'a plus qu'à espérer que les gens aient bien écouté tout ce qu'on a raconté, toutes les anecdotes, la création, la genèse, le projet qui est incroyable, aussi bien techniquement parlant que humainement parlant, puisque c'est une énorme aventure. On vous réinvite tous, une fois de plus, à aller découvrir du coup le Kickstarter, d'aller regarder les contreparties. J'ai déjà backé de mon côté, donc j'attends le Blu-ray. Là, c'est le moment, parce qu'on est monté, on a passé beaucoup de paliers, donc le Blu-ray maintenant, il est super riche, il y a des bonus de tous les côtés, tout là, c'est. On avait combien à la base? Tout le temps. Vraiment. Au départ, on avait 7 paliers. Et puis, comme ça cartonnait en 1 heure, on a passé le financement de base. On a rajouté 2 paliers de plus. Et donc, on a passé un de ces 2 nouveaux paliers il y a 2 jours. Là, et puis, on espère arriver au prochain. Et peut-être plus. On a d'autres petites choses en réserve à proposer, comme goodies et tout, si on passe d'ailleurs, on a justement le plan avec. Voilà. Avec le prochain palier, à atteindre absolument. Et plus on monte aussi, plus vous nous aidez à produire éventuellement d'autres choses autour de d'Auban et tout. Et la vidéo. Voilà. Il y a une petite structure américaine qui a fait un très beau travail sur Dreams. Dreams, c'est un jeu sur PlayStation 5 qui permet en fait de créer PlayStation 4, PlayStation 5, de créer des jeux qu'on peut partager en ligne ensuite après en communauté. Et avec ce truc qui est assez simple, en fait, ils ont fait un truc de ouf. Ils ont vraiment reproduit tout l'univers d'Auban super bien. Et maintenant, ils voudraient faire un jeu sur PC. Donc, on est en contact et on les encourage. Et on espère aussi que ça va pouvoir se faire prochainement. Eh bien, merci pour toutes ces infos. On va passer à la dernière chronique. C'est parti, c'est Marie. Ouais, comme quoi, ça sert de se plaindre. Hein. On est des Français, on aime se plaindre, et ça enchaîne justement avec le thème. On est dans la rue. On applaudit la régie. Vous pouvez afficher le tweet qui va faire plaisir à nous, Parisiens. Un tweet qui annule des séances. Qui annule beaucoup de choses demain, j'imagine. Est-ce que vous l'avez ou pas ? N'hésitez pas à nous dire. Ça va, moi, ça annule la séance presse Jujutsu Kaisen. On a le droit de le dire. Voilà. Voilà. Moi, ça annule de ouf. J'ai 12 milliards de livres, c'est triste. Voilà, donc vous l'avez compris, demain, c'est la demeure. Tout est absolument pas normal. Hein, quand vous voyez trafic normal avec risque de ça. Non. Vraiment, ça va être saturé. C'est la merde. Voilà. Au métro à la Défense, ça va être rempli. Le risque de saturation. Restez chez vous. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire quel est le lien avec la chronique d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'une des lignes les plus connues au Japon. Il s'agit du train à grande vitesse japonais, le Shinkansen. Pourquoi il ne connaît quasiment pas le retard. Il y a des techniques, il y a une méta.
et où on en est aujourd'hui. Donc, en gros, il faut savoir qu'au Japon, les chemins de fer remontent à un peu plus de 140 ans. Donc, il y a un savoir-faire quand même, on a une expérience. Au cours de cette période, du coup, il y a une quantité vraiment assez impressionnante de techniques qui a été accumulée bien pour assurer le meilleur fonctionnement possible. C'est là où on voit le moins en termes de statistiques d'accidents. Je crois qu'il y a je ne sais plus combien d'années sans incident, sans accident. Et quand on parle d'incident, c'est un retard d'1 minute. Donc, ça permet de doser. Et aujourd'hui, on peut parler d'un système qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Une société japonaise qui peut paraître du coup très, très stricte, très protocolaire. Mais ça découle aussi de toute une culture sur laquelle on va revenir. Du coup, le Shinkansen, je vous ai mis des petites images pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Bullet Train qui a commencé à rouler en 1964. On peut voir le magnifique Pepe Garcia qui, du coup, a pu prendre le Shinkansen et faire une superbe vidéo. Je vous invite à aller la voir sur sa chaîne YouTube, Pepe World. Donc, du coup, le Shinkansen, c'est vraiment une leçon de technologie, de ponctualité, de plein de choses qui devraient nous inspirer. Je crois qu'en France, on a créé le train grande vitesse. Eux, ils l'ont juste masterisé. C'est-à-dire qu'on est sur un truc qui fonctionne, qui est carré. Le Shinkansen circule sur des lignes dédiées. Voilà, il ne partage pas ses lignes avec autre chose. C'est vraiment, il y a une ligne, c'est le Shinkansen, et c'est rien d'autre. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi optimal. Très bonne raison, je pense. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Du coup, là, par exemple, alors vous le savez si vous êtes déjà allé au Japon, JR East, c'est la plus grande des compagnies ferroviaires japonaises. Ça traite quand même quelques 17 millions de passagers par jour. Ça va. Un peu plus de 12 000 trains, donc on est sur quelque chose qui roule. Le retard moyen d'un train Shinkansen, à votre avis, il est d'environ combien ? 3 minutes. 3 minutes. Retard moyen à l'année ? Un retard moyen. J'ai pas la temporalité. Okay. À mon avis, c'est à l'année, oui. 12 secondes. J'allais dire 20. Moi, je dis 5 secondes. Ok, alors 5, on y approche, mais on est du côté de 20 secondes. Effectivement, pour les autres trains exploités par d'autres compagnies, c'est incroyable. Pour les autres compagnies ferroviaires, on est sur du 50 secondes, donc 30 secondes. Il reste très bien. C'est rien, quoi. Quand on a vécu toute notre vie en région parisienne, 3 mois. Non, mais mec, même en France, hein. Même en France. Oui. On pense au RERB. Vous avez un bout de bois sur la voie à 2 heures, t'es en mode. Il y a du vent. Les gens qui marchent sur les voies. Il y a des feuilles sur les rails. C'est vrai qu'on a tout mangé. Imagine la neige, la pluie, le gel. Oh là là. Sachez que si vous êtes détenteur, ça on l'a vu dans Let's Go, d'un pass Navigo, il y a tellement eu de retard, je crois plus de 20% de non-ponctualité sur le RERB, vous pouvez vous faire rembourser un mois. Voilà. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi, quand j'étais étudiant, ils faisaient pas ça. Tu notes. Ils le remboursaient pas. Du coup, dans les deux cas, le retard moyen est inférieur à 1 minute, donc on est sur quelque chose d'exemplaire. Il y a un petit côté sombre, si je peux me permettre, c'est que, enfin, tu vas peut-être en parler, mais que les conducteurs de train sont pénalisés sur leur salaire s'ils ont un retard et tout. Et il y a des suicides chaque année de gens qui, en plus, sont tellement choqués d'avoir été pénalisés en fait qu'ils se suicident, quoi. Ça arrive assez. Et en plus, ils mettent la honte sur leur entreprise et tout. Enfin, c'est toute une culture, on va revenir dessus. Ah bon, excuse-moi. Non, on est dans une bonne ambiance. On est bien. Les chiffres moyens, du coup, doivent être dosés avec les quelques incidents qui peuvent survenir. Tu me fais une passe D. Alors, je n'allais pas peut-être dire cela, mais on retient surtout que c'est la recherche de la perfection qui nous amène aujourd'hui à ce système-là. En 2004, à l'occasion du 40e anniversaire du Shinkansen, on se lamentait sur le fait qu'un an avant, les trains de la ligne avaient enregistré un retard moyen de 6 secondes. On a d'autres problèmes, nous. Voilà. Alors, 6 secondes. Ils abusent un peu. Évoqué en introduction de cette chronique le fait que la culture japonaise est totalement opposée à la nôtre. Ça a toujours été une société méritocratique. Tu disais tout à l'heure qu'il n'est pas toujours évident de bosser avec eux pour plein de raisons. C'est une société qui est très individualiste aussi, mais qui, à travers le collectif, doit observer un très très fort respect justement pour le groupe. Du coup, les citoyens japonais sont
très respectueux des règles collectives, des règles qui régissent tout le monde. Du coup, au niveau des travailleurs, ils sont très fidèles à leur entreprise, ce qui font qu'on arrive à des extrémités pas toujours très reluisantes quand il se passe ces fameux incidents. Par contre, je me suis demandé, est-ce que au Japon, on fait la grève, par exemple, des transports? Est-ce qu'on met la pression au gouvernement en disant... Les trains ne circuleront plus tant que nous n'aurons pas nos droits. Ça n'existe pas. C'est des sociétés privées de toute manière, donc le gouvernement est en mode un peu déjà, ça ne nous concerne pas. Voilà. Pas le problème. Non, mais le truc, c'est que le système est tellement performant et que ça bloquerait tellement tout le monde que ça pourrait être vraiment une arme politique. Pour eux, c'est absolument pas possible de réfléchir comme ça. Du coup, ils doivent bien rigoler quand ils nous... Déjà, il faut savoir qu'on est un sujet de discussion incroyable par rapport au storaiki, la grève en japonais. C'est phénomène de foire. Moi, on me demandait, c'est comment la grève en France? Parce que eux, oui, il me semble que quand ils font grève dans les bureaux, ils sont à leur bureau, ils travaillent, ils ont juste un truc, je fais la grève. Mais je travaille. Moi, si tu veux, dans un sushi, parce que je suis allé en 2019, donc il y avait encore les gilets jaunes, j'ai quand même eu une question d'un gars, alors, c'est comment les gilets jaunes? C'est vraiment... C'est vrai ou pas? Et toi, t'es là, en mode, ok frère. Ça se jette et pas vite, mon gars. Oh là là, on va sur la place de l'Étoile, mon frère, ça va. Mais à un moment, il y avait eu des émeutes, je sais plus en quelle année, il y avait des émeutes à Paris, j'étais allée au Japon pour le travail, en 2018 ou je sais plus quand, là, et on m'avait demandé... Comment vous survivez aux émeutes dans la rue? Et genre, ils avaient eu des reportages, mais hyper alarmants, ou genre, pire endroit, pire 40 secondes qu'il a pu trouver, et ils ont tourné ça en boucle. Et je me disais, ça devait pas être aussi terrible. Non, ça doit être hyper anxiogène. Justement, sur l'anxiété, allons-y, puisque c'est surtout la dimension éviter l'incertitude. Qui est primée absolument partout. C'est une vraie caractéristique de la culture japonaise. Nous n'aimons pas le doute. Donc l'avenir ne peut jamais être connu, évidemment. On n'est pas à l'abri que demain il y ait un séisme et que les tours se mettent à faire ça. Mais du coup, on va essayer de faire en sorte de contrôler un maximum les choses pour que s'il y a une merde qui arrive, on était prévenu. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors tout ça, ça a forcément un impact sur les cheminots qui n'ont pas, de leur aveu, l'impression de faire partie du même groupe social que les autres personnes qui font partie de cette société. Ils se considèrent comme une île sociale vraiment à part. Du coup, la tendance au travail bien fait, elle est primordiale. Et les cultures conflictuelles comme les nôtres, très méditerranéennes et tout, chez eux, c'est la surprise, quoi. Les chefs de train, les conducteurs, j'allais vous demander si vous êtes déjà allé au Japon, est-ce que vous les avez déjà vus faire des gestes un peu étonnants, de montrer du doigt, comme ça et tout, et tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Sur le bord du quai, il y a toujours le mec qui vérifie comme ça avec son doigt qu'il n'y a personne auprès des portes au moment où les portes vont se fermer. Effectivement, et tu te dis, mais il peut juste... Oui, surtout que s'il n'y a rien, en fait, il fait quand même le geste. Quoi. Il fait quand même le geste. Mais s'il n'y a personne sur le quai, genre, il sait que personne n'est monté. Chronométré, c'est toujours pareil et tout. C'est impressionnant. Eh bien, ça a un nom. Ça s'appelle le Shisakanko. C'est le pointage et appel. C'est un système qui réduit les erreurs sur le lieu de travail jusqu'à 85%. Il s'agit donc clairement d'une culture de la sécurité du travail bien fait. Alors, pourquoi ne pas juste regarder et dire « Ouais, c'est bon, vas-y, tout va bien, Michel, tu peux y aller ?» C'est que vraiment, ce geste chronométré, timé, etc., c'est juste des raccourcis visuels pour que tout le monde sache que c'est bon, il n'y a pas un sac accroché à une porte, un portique qui a mal fermé, etc. Et c'est juste hyper efficace et c'est grâce à ça qu'on arrive à des statistiques pareilles. Donc, du coup, quand on leur demande « Mais vous n'avez pas un petit peu d'embarras quand vous faites des trucs comme ça ?» Alors, ils répondent que si, mais qu'après la formation et après avoir vu à quel point c'est efficace, ils s'y font. Et ils font plus trop gaffe. On a essayé d'instaurer le Shisakanko en Occident. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous prenez un Ouigo le week-end, vous verrez qu'il n'y a pas de Shisakanko. Hein. C'est vraiment... putain, les portes vont fermer. On pourrait dire que c'est pas les mêmes tarifs aussi, du coup. C'est pas les mêmes tarifs. C'est pas les mêmes tarifs. Le Shinkansen, dans mon souvenir, c'est quand même très cher. Oui. Mais si tu fais comme moi, en courant le samedi pour le samedi... en disant il reste peut-être une place fumeur, ça c'est moi à l'époque, à la grande époque, ça coûte cher, mais si tu le prends en avance et que tu as le JR Pass, le JR Pass, du coup, ça rentre extraordinaire. C'est le multipass, le JR Pass, vraiment... effectivement, mais les prix ne changent jamais, en tout cas des trains. Il n'y a pas de si tu le prends 3 mois en avance comme chez nous avec des Prums ou un truc dans le genre. Non, mais c'est vrai qu'il y a des places beaucoup plus chères. Tu as des t'as le green, wagons, en fait, t'as la place donc numérotée ou alors la place libre. Et là, coup de bol, hein, on sait pas. Oui, parce que je me suis retrouvée déjà debout dans le Shinkansen pour le même tarif, j'avais un peu le seum. Mais pour prendre la place avec le numéro, c'est plus sûr. Oui.
Par contre, c'était propre. Ça, parlons-en. On appelle ça le miracle des 7 minutes. 7 minutes, c'est tout simplement le temps qu'il faut au personnel pour clean tout, retourner le train, les sièges se retournent et c'est reparti. 12 minutes d'arrêt en gare. Ah, mais on est sur du timing, là, les gars. Terminus, ça? Ouh, là, c'est... quand ça arrive à quai, 12 minutes. 7 minutes de nettoyage et ça repart et c'est comme si tout était neuf. Donc on a des vidéos sur internet. Mobile, hein. Oui, parce que du coup, tu peux tourner les sièges et tout. Ça, c'est un truc que tu ne vois pas en fait. C'est super pratique ça, parce que tu es avec des amis et tout, tu es à 4. Il n'y a pas que 4 places au milieu là, du wagon, là, tout le monde peut se retourner s'il veut. Quoi. Et la place des sièges aussi. Hein. Et puis il y a de la place, on peut mettre ses jambes, on est tranquille là. C'est super confortable. Quoi. On demande dans le chat combien le prix. Moi, il me semblait, alors c'est peut-être pour faire juste Tokyo, Osaka ou. Ouais, Tokyo, Osaka, je crois que c'est 90 balles. Truc comme ça. En vrai, ça va. C'était 9... Aller-retour 90 000 yens. Non, allez, 90 €. Je revenais pas en général. Combien de temps 90 000 yens non, 4... Parce que 90 000 yens, ça fait 900 € quand même. Hein. Ouais, alors non, 9 000 yens. Je confonds avec les won, 90 000 won. Quand je vois un sac à 90 000 won, je fais let's go, c'est les soldes. Et c'est combien de temps en TGV Tokyo-Osaka? C'est 3 heures, plus de 3 heures. 3 heures. Osaka, c'est avant ou ça? En vrai, c'est ok. Hein. C'est avant. C'est avant, c'est pour ça, parce que Kyoto, c'est plus cher. Le tarot est ok. Kyoto, 130 boules. Ah ouais, moi il me semblait que c'était 90 balles. Hein, et c'est genre l'aller. T'as pas le retour dedans. J'ai la même chose. Ouais, non, c'est aller. Mais moi j'avais payé 90 balles. En même temps, tu prends le train pour le sport d'hiver, là je peux te dire que tu dépasses largement ce montant-là. Oui, clairement. C'est vrai. Du coup, vous l'avez vu, hein, la formation stricte et disciplinée du personnel fait qu'on arrive sur des timings absolument parfaits. Du coup, ils sont capables d'atteindre leur destination en parlant des conducteurs de train dans les 5 secondes qui suivent l'heure d'arrivée prévue et d'arrêter le train à 1 mètre près de la position, puisque ça s'arrête vraiment devant les portiques. C'est juste la perfection. Il y a quand même 12 voitures à gérer et les mecs sont juste pixels. Donc voilà, c'est juste un exemple, une leçon qu'on peut prendre dans le monde entier, mais qui aussi illustre peut-être encore une fois cette culture du parfait, absolument parfait, et peut-être même du trop parfait. Merci beaucoup, Marie. Mais je vous en prie. Je vous rappelle que demain, c'est la merde et que du coup, on y réfléchira 2 fois. Parce que nous, c'est juste trop pas parfait. Mais c'est le charme de la... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas charmeur. Je vais essayer de trouver le charme là-dedans. Dans le charme de la grève de Paris. Demain, on va essayer de trouver ça. Ça fait trop longtemps qu'on subit. Il y aurait plus, on serait perdu, on serait déstabilisé, je pense. On se dirait quoi? Le choc mental depuis 4 mois. Quand ils arrivent à Charles de Gaulle et qu'on leur dit pour aller à Paris, c'est par Châtelet, vous prenez le RERB. Alors là, ça doit être... Et là, ils arrivent et ils te regardent. Comment ça, 2 heures? Petite anecdote, à chaque fois qu'on recevait les joueurs étrangers pour les tournois de jeux de combat à Paris, c'est ça qui était trop drôle parce qu'ils se disaient je vais prendre l'avion, je vais venir à Paris. Je lui dis non, Coco, tu vas pas venir à Paris déjà, pour commencer. Tu vas venir dans le 95. Et ensuite, pour venir, tu vas devoir passer par Châtelet, mon pote. Donc j'espère que tu as l'air insolide et ça part de là. Et c'est vrai que c'est l'accueil. Tu vois. À part si tu prends le taxi ou l'Uber, tu passes par Châtelet. C'est sûr que tu n'arrives pas à Neda. Hein. Ah non. C'est pas la même. Compliqué. Ouais, c'est vrai que quand tu arrives au Japon, tu rentres dans le charme du Japon direct. Après, au moins, on est accueilli par une fresque. Enfin, ça dépend par quel aéroport tu arrives, mais tu es en général accueilli par une fresque gigantesque. Oui. Je crois qu'elle y est encore avec Sangoku et tout. Non, c'était remplacé par les JO. Oh bordel. Bah, ça dégoûte. En 2019, il y avait déjà les JO à ce moment-là. Et t'arrivais, t'avais les 2 mascottes des JO. Ah ouais, qui était pas ouf. Je sais que l'aéroport du Sud, alors je sais plus si c'est celui qui est à côté d'Osaka ou de Kyoto, mais c'est peut-être plutôt de côté d'Osaka. C'est un aéroport où du coup tu es accueilli par peut-être plutôt Kyoto, l'univers de Nintendo. Mario, c'est incroyable. C'est le siège de Nintendo. Hein, Ils sont à Kyoto, effectivement. Donc je crois que ça doit être dans les environs et c'est un de mes meilleurs souvenirs d'arriver au Japon. Quand tu atterris à Tokyo et que tu fais, vous enchaînez tout de suite du coup sur le vol d'après et que tu fais, j'ai jamais été accueilli aussi bien. Non, c'est clair. C'est merveilleux. Il nous reste un peu de temps, on va peut-être pouvoir parler de quelques news et pourquoi pas de l'insolite que nous propose Marie. C'est parti, jingle. On fait pas la grève sur les jingles ici, ça fait plaisir. Marie, tu avais une news insolite à nous proposer. Oui, je me demandais, est-ce que vous connaissez par exemple Optimus Prime? Oui. Ça vous parle? Même. D'accord. Megatron? Oui.
Eh ben, oubliez ce que vous savez et regardez plutôt ce que le Japon fait de mieux, c'est-à-dire prendre des figures de la pop culture qu'on connaît et les transformer dans des choses assez inattendues. Moi, je kiffe bien. Je connais le concept. Ils ont fait pareil avec des bateaux, ils ont fait pareil avec des sabres. Ouais. Bien sûr, évidemment. Ah ouais. C'est l'humanification. Sympa, Optimus Prime. Franchement, Optimus. pas mal. Donc c'est le fabricant de figurines Kotobukiya qui a transformé en antagoniste, en rival version manga, sous des formes absolument délicieuses et surprenantes, Optimus Prime et Megatron. Voilà, donc vous pouvez vous les procurer. Ça, à mon avis, ça doit être dans les UFO Catchers. Des Taito Tower ou des il reste encore Tower. des salles s'il en reste encore. S'il en reste encore, mais en vrai elles ont bien de la gueule, donc why not. Alors je cite Marie, lien du site please c'est pour un pote. Lien du site please, écoute, tu peux Pour moi c'est pas un pote. je pense que si tu vas sur Kotobukiya, Kotobukiya, erreur 404 quoi. Tu arrives tout de suite sur kotobukiyacollection.com et tu as accès au paradis finalement. Tu sais Marie que ça existe aussi avec les versions du RER-A, du RER-B. Enfin c'est pas un truc officiel, mais il y a des gens qui ont designé, qui ont designé des jeunes femmes qui incarnent le RER-A, c'est RER-A-chan. Mais non. Ah, je connaissais pas. Vous connaissez pas? Ça a été fait il y a quelques années. Une blague. Le RER-B, il n'y en a pas puisqu'il est pas là. Faut mieux pas imaginer. Hein. Et ils ont tous les RER, ils ont eu une version féminine. Alors le RER-A, il était mignon parce qu'il était rouge et tout, il avait un petit ensemble rouge très mignon. On aime le RER-A. Bien sûr. Et du coup, je ne sais plus. Attendez, est-ce que j'étais encore à No Life quand ça s'est fait? Mais je me rappelle que j'étais très surprise par ce concept de transformer en jeune fille des objets. Et après, on m'a dit tu connais pas Kankore? Et je fais c'est quoi? C'est des bateaux navaux. Des meufs qui sont des bateaux. Voilà, c'est des bateaux. Voilà. Après, j'ai découvert. Mais plus après, hein. Les sabres, c'est des mecs. J'ai oublié le nom, mais je me dis il y a un concept. Il y a un concept. Ça s'appelle les Bishoujo Statue. C'est un délire, mais moi j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une version grève? Ça, je sais pas, c'est un DLC. Mais ça doit exister. Il n'y a personne dans le chat qui a l'air de connaître les erreurs dont je parle, mais peut-être on en reparlera une prochaine fois. On va passer à une autre news. Reza, tu voulais nous parler des spin-offs Jojo? Il y a un spin-off qui arrive. Il y a un spin-off. Il y a un spin-off qui arrive de la partie 4, donc de Diamond is Unbreakable. Je ne sais pas si tu avais vu. Il y a un spin-off qui a été annoncé pour automne 2022. C'est Araki qui va s'en occuper. On ne sait pas encore à quoi dedans, mais c'est la news qu'on a eue récemment. Est-ce qu'on avait un visuel, quelque chose? Non, le visuel qu'il avait mis sur l'article, c'était un visuel recyclé, donc il existait déjà. Donc on n'a pas de nouveau visu pour l'œuvre. D'accord, donc pour 2022, la fin de l'année plutôt. Donc automne 2022, un peu comme Rohan Kishibe, c'est ça? Un petit peu dans le début. Mais c'est, je crois, justement un truc par rapport à ce personnage-là, encore une fois. Ah, c'est encore par rapport à Kishibe? Je crois, non? Ça me dit un truc. Ça me dit vaguement. J'ai pas l'info après. Hein. Mais on vous donnera plus. Oui, il écrit Rohan Kishibe. Attends. Ouais, c'est bien ça. Rohan Kishibe, Araki, Drop. Il est tout le temps réutilisé à chaque fois. Kishibe. On a une news également. One Piece est fatigué. Est-ce que c'est une news rapide ou c'est une news c'est une news rapide. C'est mis Anime One Piece, on est fatigué. Vous êtes fatigué. Voilà, nous sommes fatigués. Voilà, parce que malheureusement, on est dans une époque où y a beaucoup d'animes saisonniers. Du coup, le traitement est très inégal. One Piece, c'est une œuvre qui était là avant, qui est là maintenant et qui sera encore là après, bien sûr. Mais on est toujours sur un format anime weekly. Il y a eu des efforts sur l'animation. Le problème, c'est que maintenant, on a certains épisodes qui ne font même pas un chapitre en termes d'animation. Et là, tu as un moment qu'on attendait beaucoup, qui est sorti l'année dernière en manga. C'est Zoro qui chlassait Apu avec un magnifique Shishi Son sans être écrit. La planche est magnifique, tu sens le mouvement instantané. Et l'animation dans l'épisode est juste trop lente. On voit plus Drake, parce qu'en fait, Apu à ce moment-là se bat contre Drake. Et dans la planche, on voit Drake. Dans la planche, on voit aussi du sang, une impression comme si Apu se faisait couper le bras. Il y a son tonfa qui se fait couper. Bref, il n'y a même pas la gerbe de sang et tout. Le tonfa ne se fait pas couper, il n'y a pas le sang. Drake disparaît. La scène est mise au ralenti, donc bon, l'anime ne me manque pas. Et ça me fait chier parce qu'il y a beaucoup de gens qui. C'est zéro validé par le professionnel sur le plateau. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, même beaucoup de gens en général, qui sont très anime only. Hein, mais moi, de base, je suis très anime only, sauf pour One Piece et d'autres œuvres. Mais du coup, tu as beaucoup de gens qui consomment One Piece actuellement via l'animé et ça rend pas service. Donc ça boude beaucoup sur Twitter, ça boude beaucoup sur Internet.
Voilà, Alors que tout le monde était en mode waouh, depuis Wano, c'est tellement 1000 fois mieux et aujourd'hui. Au début, après, ils avaient fait un effort au début. Ouais, ils ont fait sur les 20 premiers épisodes, ils ont fait on met tout. Franchement, ils avaient limite pris un rythme de saisonnier, tu vois, c'était pas le rythme de One Piece habituel. Et même pendant le flashback, le rythme était très bien. Oui, pendant le flashback. Et dès qu'on est arrivé sur Onigashima, je crois qu'il y a les yeux en dollars qui sont apparus, où ils se sont dit on a trop rattrapé, on va se calmer. Et là maintenant, c'est la catastrophe. Alors ça, c'est un truc qui arrive comme souvent sur les séries japonaises, en fait, c'est surtout quand c'est pas des séries courtes, c'est que t'as un budget, quoi. En fait, c'est théorisé. Enfin, moi, j'ai déjà parlé avec des producteurs japonais qui m'ont expliqué bien le système et tout. Donc, épisode 1, tu mets à fond. Épisode 2, tu mets moins. En fait, c'est par DVD. En fait, parce que si tu sors 3 épisodes ou 4 épisodes par DVD, tu vas cartonner sur le 1, tu vas baisser sur le 2 et le 3, tu vas refaire un petit coup sur le 4, c'est le dernier DVD du truc. Tu as envie d'acheter le prochain DVD. Et donc, t'équilibres. Alors, voilà, ça peut être. Si l'écriture n'est pas faite pour ça, si l'écriture calme un peu le jeu et que ça permet d'un peu d'économiser, c'est pas mal, mais par contre, s'il y a toujours de l'action et tout, par moment, les choses. Voilà, c'est déséquilibre. Pour le joueur japonais. La balance est compliquée à équilibrer. On a une autre petite news sur une grande licence qui cartonne en tout cas en animé de base. C'est l'arrivée effectivement au cinéma du film Jujutsu Kaisen 0. On avait déjà annoncé que ça arrivait le 16 mars dans les salles françaises. On a maintenant la date de l'avant-première. Enfin, je dis l'avant-première, mais évidemment, il y aura plein d'avant-premières le 13 mars 2022. Il y aura bien sûr celle au Grand Rex, puisque le Grand Rex a commencé à teaser comme un psychopathe dessus. Et vous savez quoi ? Il se trouve que pour les séances cinéma, on aura le droit à un incroyable bonus qui rappelle grave le Japon. On aura le livret, en fait. Il faut savoir qu'au Japon, ils ont souvent des espèces de... alors, je vais dire livret aussi, puisque j'ai plus le mot exact utilisé au Japon en tête, mais c'est quelque chose qui se fait... Oui, les petits. Il y a un nom spécial. Les petits livrets cartonnés, couverture souple et tout en cartonné. Mais c'est pas un truc ça se collectionne et tout. J'en ai plein à la maison, c'est super. Non. Pourquoi tu dis ? Le pamphlet, c'est pas genre un discours ou... Je confonds avec un pamphlet. C'est un leaflet peut-être, un leaflet ou un. Leaflet. C'est un pamphlet, il me semble que c'est un. Alors, leaflet, je le connais pas. Un pamphlet, tu vois, il me semble que c'est un genre un discours. Si, ça existe. Leaflet, mais je vous crois, j'ai jamais dit le contraire. Là, pour le coup, c'est moi qui apprends un mot aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, mais il me semble, mais j'ai un doute, sinon c'est juste Hamlet. Au Japon, c'est super bien. C'est encore autre chose. T'as ça qui t'est donné avec les films et tout. Et donc, par exemple, pour les films d'animation, et si tu en achètes au Japon, dans les vieilles librairies et tout, tu peux, sur les films de Miyazaki, par exemple, t'as des planches, t'as des planches de personnages, t'as des décors et tout, des interviews en japonais, mais c'est super cool. Donc, j'en ai plein à la maison. On va voir ça pour le film Jujutsu Kaisen 0. On n'a pas eu ça pour l'achat. Pas du tout le somme, c'est bien. Il y a des limites, il y a des exemplaires limités, hein, donc peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, malheureusement. Donc je crois déjà qu'il y a plus de place pour le 13. Ah oui, c'est déjà parti. Pour le Grand Rex C'est déjà parti. Tout sur le Grand Rex, tout est parti. Alors, excusez-moi, il y aura des avant-premières sur les autres villes, dans d'autres salles, évidemment. Mais donc, le Grand Rex. Il y a encore de la place, d'ailleurs. Vraiment, tout est parti à une vitesse. Je pense que les autres avant-premières dans toute la France, ça doit être. Ouais, je pense que je dis, c'est qu'il y a encore de la place, justement. Donc, tu confirmes, en fait. D'accord. Et la dernière petite news, du coup, qui a été postée tout à l'heure, il me semble, par toi, Bitel, c'est donc le visuel intégral de la nouvelle collection Naruto Hokage Edition. Hokage Edition. Ils ont révélé ce qu'on attendait plus ou moins. C'était donc du coup un dessin sur tout le long de la collection. Je suis pas très fan, mais au moins il est là. T'es pas très fan En fait, tu vois, par exemple, le seul truc que je n'aime pas, c'est qu'ils aient coupé les personnages. Ouais. Moi, tu me mettais les personnages en plein, aucun problème. Le fait qu'ils soient coupés... Mais dans une bibliothèque, ça a de la gueule. Je suis d'accord. Juste, voilà, pour moi, c'est un petit peu dommage qu'ils aient... Honnêtement, tu ne coupais pas tous les Naruto. Oui, parce qu'ils sont coupés, genre cachés derrière les lettres, genre ils sortent derrière les lettres, un truc comme ça, là, c'est ça ? C'est ça. Donc j'avoue que sur ce point-là, je suis un petit peu déçu. Mais en vrai, le format sera très bien. Donc si vous avez envie de vous mettre un Naruto, en vrai, ce sera très probablement... Moi, je serais trop tentée de faire des mots... horrible. Toto, vraiment, un truc de débile. J'abandonne avec toi, Marie, j'abandonne. Elle la mettra dans un ordre qui n'aura pas de sens. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup les viewers, merci beaucoup Savin évidemment pour ta participation. Merci d'avoir reçu. C'était incroyable toutes ces anecdotes que tu nous as racontées et à chaque fois ta petite perception sur toutes les actualités qu'on a pu aborder également dans l'émission. C'était un régal. Bon courage pour la suite de l'aventure évidemment. On vous le redit encore une dernière fois, le Kickstarter est encore en cours jusqu'au 8 mars pour Open Star Racer. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Vitel, merci beaucoup Reza. On vous laisse avec la programmation de Le Stream qui enchaîne avec le Before, ensuite le récap et enfin évidemment la musique avec notre incroyable Reza. Très bonne soirée sur Le Stream. Bonne soirée.